Bien, bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver. Je vais attendre de voir si les auditeurs apparaissent. Voilà, c'est bien. Ça me fait plaisir que vous soyez encore là. Bon, évidemment, je sais que c'est difficile pour vous, hein, tous ces enseignements en ligne. J'ai conscience que que c'est pas marrant, que c'est pas marrant pour moi non plus, hein, par ailleurs. Et que ça vous demande aussi beaucoup de travail, plus de travail, parce que bien sûr vous avez sans doute un peu du mal à discuter entre vous. Voilà, donc je propose qu'on continue le cours, mais avant de reprendre le cours, je souhaite vous montrer une petite vidéo, enfin le début d'une petite vidéo que j'ai découvert en fait cette semaine. Enfin, je connaissais le YouTuber qui les fait et qui fait des très bonne qualité, hein, des vidéos de très bonne qualité. Donc voilà, je pense que vous voyez. Il s'agit d'une vidéo sur les marchés financiers, mais en réalité une vidéo sur les marchés. Donc c'est pour cette raison que je vous la montrer, parce qu'en fait, elle dit l'essentiel de choses qu'on va voir ensemble, hein, qu'on a vu déjà la semaine dernière et qu'on va continuer de voir cette semaine. Alors je vous montre juste le début, pour que vous puissiez voir ce que c'est. Dans un très célèbre article de 1970, Eugène Fama, grand théoricien des marchés financiers devant l'Éternel, met en avant que les marchés seraient efficients. Il a déjà largement, avec d'autres, bossé sur le sujet depuis les années 1950, et son article, test empirique à l'appui, tend à montrer que, oui, c'est bon, les marchés financiers sont efficients. C'est la naissance de l'EMH, Efficient Market Hypothesis, ou hypothèse des marchés efficients, enseignée dans tous les amphis d'économie et de finance. Voilà, alors je vais arrêter là. C'était juste pour vous expliquer. Alors, donc c'est une vidéo qui fait un peu plus d'une heure, hein, 1h13, donc on va pas tout regarder. Mais elle parle, en voulant parler des marchés efficients, en fait, elle parle de la question de l'efficience des marchés, donc l'efficacité des marchés, de manière extrêmement pédagogique, extrêmement claire. Et dans cette vidéo, vous allez voir tout un ensemble de choses qu'on a vu nous aussi en cours. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que ça peut être intéressant comme complément du cours. Alors elle va aussi voir des choses que nous n'avons pas vues encore, notamment la question des marchés financiers qui sera traitée dans le chapitre 7. Et donc voilà, donc c'est quelque chose que nous verrons par la suite. Et puis bien sûr, toute cette question sur l'efficience des marchés, sur la théorie de Fama, ici dont il était question, c'est des choses que vous verrez plus tard, hein, parce que c'est pas encore au programme de première année. Vous êtes 129, bon, sur 400, à peu près 400, ça fait pas beaucoup, hein, mais on va quand même continuer. Je sais que certains d'entre vous, vous regardez après sur YouTube. Alors, on s'était arrêté la dernière fois sur cette question de comment était construite la courbe de demande, hein. Alors, je repasse un peu vite fait les choses, hein. Donc nous avons d'abord une courbe de demande individuelle qui est décroissante. Alors pourquoi elle est décroissante? Parce que l'utilité marginale du thé décroît, c'est-à-dire que plus on achète de thé, moins on en a besoin, ce qui est a priori logique, donc ça entraîne une diminution de l'utilité de la dernière unité achetée, hein, de la dernière unité de thé achetée, et c'est ce qu'on appelle la décroissance de l'utilité marginale. Du coup, si on retrouve une courbe décroissance à l'échelle individuelle, eh bien, quand on fait l'agrégation de toutes les courbes de demande, on va forcément retrouver une courbe de demande collective, hein. Donc ça, c'est l'agrégation de chaque demande individuelle. C'est-à-dire qu'ici, on a les prix, hein, qui sont donnés, et puis ici, les quantités qui sont achetées ou demandées, en tout cas, par les consommateurs. Eh bien, plus les prix augmentent, plus les quantités sont faibles, et plus les prix baissent, hein. Vous voyez, plus on va avoir des quantités importantes. Et cette décroissance, elle est en fait complètement liée à la décroissance des courbes individuelles. Alors ça, c'était pour la théorie du consommateur. C'est comme ça que les économistes néoclassiques, hein, de l'école néoclassique, vous verrez d'ailleurs dans la vidéo de Eureka que c'est bien de cette théorie-là qu'ils parlent, hein. Donc on parle bien de la même théorie, parce que n'oubliez pas que les économistes n'ont pas qu'une seule théorie pour analyser toutes sortes de phénomènes économiques. Et notamment le marché peut être analysé de plein de façons différentes, et pas forcément de la manière uniquement des néoclassiques.
Et là aussi, alors je crois que j'en ai parlé la dernière fois, hein, mais c'est que cette façon de concevoir le marché est en réalité très différente de la façon dont Adam Smith et ce qu'on appelle les auteurs classiques, hein, du début du XIXe siècle avaient l'habitude d'analyser le marché. Donc on peut avoir plein de théories du marché qui ne sont pas toutes les mêmes et qui ne vont pas toutes dire les mêmes choses. Ici, il s'agit d'une théorie particulière. Donc cette théorie particulière, eh bien, elle analyse le marché comme une confrontation entre l'offre et la demande, l'offre des entreprises, des producteurs, et la demande des consommateurs, grosso modo des ménages, hein, de vous et moi. Et donc elle essaye de construire une réflexion à partir des prix. Hein, et alors c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'en fait on voit que la demande et l'offre en fait ne varient que à partir des prix. On pourrait considérer d'autres phénomènes, hein, qui jouent sur l'offre et la demande, mais ici on va à une analyse un peu pure où on va supprimer tous les phénomènes sociaux, la publicité, les modes, etc. Pour n'analyser finalement que la variable, l'ajustement des comportements par rapport au prix. Ça aussi, c'est une hypothèse très forte. On a vu aussi d'autres hypothèses, les agents sont rationnels, tout se fait à l'échelle individuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phénomènes sociaux collectifs. Les individus rationnels cherchent à maximiser leur utilité ou leur profit quand il s'agit des producteurs. Alors maintenant, puisqu'on a vu construit la courbe de demande, eh bien, je vous propose de continuer et de réfléchir sur le producteur, c'est-à-dire l'entreprise qui va donc produire des marchandises, et nous verrons comment ces marchandises produites, hein, qu'est-ce qui va déterminer la production et comment la courbe d'offre du marché va, elle, se construire. Hein, puisqu'on a une courbe de demande, il nous faut donc, puisqu'on est dans le paradigme néoclassique où on considère que les marchés, c'est l'offre et la demande, hein, en quelque sorte, c'est l'ajustement de l'offre et la demande, eh bien nous allons voir ici comment cette offre et cette demande s'ajustent à partir des prix. Donc ici, l'offre. Donc les producteurs, ce sont les entreprises globalement. Hein. Alors, on l'a vu, hein, il n'y a pas que les entreprises qui produisent, il y a aussi les administrations publiques, il y a aussi plein d'autres choses. Mais là, on va raisonner sans l'État, là aussi, on va faire une espèce de raisonnement pur, hein, de l'économie pure, c'est ce que voulaient faire ces économistes, c'est-à-dire on va supprimer les institutions sociales, l'État et autres choses. Et donc on va s'intéresser que aux biens marchands, hein, donc au secteur de l'économie qui est le secteur marchand, et on va considérer que l'objectif de ces producteurs, de ces entreprises, qui sont des entreprises commerciales, détenues par des propriétaires, des actionnaires, eh bien, son objectif, c'est de maximiser le profit. Donc, elles vont chercher à avoir le profit maximal en faisant un certain nombre d'opérations qui sont déjà de vendre leur production sur le marché. Et pour cela, eh bien, il va falloir qu'elles décident de deux choses, comment elles produisent et combien elles produisent. Et nous verrons qu'en fait, ça va se limiter à ça, leur choix, puisque en fait, on ne va pas s'intéresser à leur technologie, leur comportement concurrentiel, puisqu'en fait, tout ça, là aussi, on fait abstraction de tout ça. Donc c'est un raisonnement, et vous verrez d'ailleurs quand vous verrez la vidéo d'Eureka, voilà, il y a beaucoup d'hypothèses pour construire ce raisonnement. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que la production ? La production, c'est une opération de transformation, puisqu'on a des objets, hein, des matières premières globalement, et puis on va transformer ces matières premières en produits finis qu'on va chercher à vendre. Alors, quand je dis ça, j'ai l'impression que je suis que dans l'industrie, mais en réalité, on peut avoir ce même raisonnement pour toute production, y compris dans les services, hein, puisque finalement, que fait un marchand ? C'est services ou un coiffeur, il a des inputs aussi, hein, c'est-à-dire des intrants. Globalement, le marchand, il a un stock de marchandises, hein, qu'il achète, donc ça c'est les inputs, et puis ensuite il va les revendre, il va les revendre plus cher, hein, c'est comme ça qu'il fait une marge et qui permet de gagner sa vie. Donc il va vendre certes la même marchandise, mais dans un cadre différent, avec un service spécifique, qui est le service de vente, et donc on va considérer qu'il y a un output qui est la marchandise transformée, donc on va faire apparaître une valeur ajoutée, hein, souvenez-vous, c'est ça, hein, la différence entre la valeur de la production moins la consommation intermédiaire, et bien on arrive à la valeur ajoutée. Ces inputs, ils sont de deux sortes, donc on appelle aussi des intrants, hein, et des extrants, c'est vrai que c'est moins utilisé en français, hein, donc ce qui rentre, hein, et ce qui sort. Alors la question est, qu'est-ce qui rentre dans le système productif, qu'est-ce qui permet la production ? Eh bien, on a deux sortes de choses qui rentrent, hein, c'est ce qu'on appelle des facteurs de production, hein, les inputs, les facteurs de production. D'abord, il y a, vous commencez à connaître, hein, le capital, et puis on a le travail, hein, donc on a deux sortes d'inputs, hein, capital et travail.
Mais le capital, on l'a vu, lui-même, il se dissocie en différentes sortes de capital. Donc, qu'est-ce qui est capital? C'est tout ce qui est, tout ce qu'on peut acquérir, en fait, tout ce qu'on peut acheter. Le travail n'est pas du capital parce que on n'achète pas le travailleur, on achète juste la force de travail, on ne possède pas le travailleur, et du coup il a des droits, etc. On n'est pas dans le même registre que le registre de la propriété. Alors que le capital, lui, on peut l'approprier. On peut se l'approprier, on peut en faire ce qu'on veut, puisque c'est une matière inerte, ou alors c'est pas matériel, c'est immatériel, puisqu'on a vu aussi qu'on pouvait avoir du capital immatériel, par exemple les brevets, la marque. Tout ça, c'est ce qu'on peut appeler du capital immatériel. Alors pourquoi c'est du capital? Parce que ça participe à la production. Une marque, un brevet, c'est utile pour la production. Si moi je veux vendre, je sais pas, un objet quelconque électronique et que je dis c'est moi qui l'ai fait, pas sûr que les gens ça les convainc beaucoup et qu'ils achètent en masse mon produit. Par contre, si je m'appelle Apple et que je vends un produit électronique quelconque, alors là, je vais pouvoir avoir beaucoup de ventes parce que l'image de marque d'Apple fait qu'on vend beaucoup plus. Donc, c'est pour vous faire comprendre que la marque, c'est du capital, que ça participe à la valorisation de la production. Et d'ailleurs, Apple a une telle image de marque qu'elle peut vendre des produits beaucoup plus chers que la moyenne et ça permettra de produire. Voilà, donc les inputs, c'est l'ensemble des biens et des services qui sont dans la production. Je réponds à la remarque qui m'a été faite, mais c'est aussi le travail, qui n'est pas un bien, un service. Le travail, c'est particulier. C'est pas quelque chose qu'on acquiert, le travail, au sens strict, c'est-à-dire que c'est bien toujours attaché à une personne. C'est la raison pour laquelle on les distingue. Alors ce capital, on a vu aussi, là je renvoie au TD 3 si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le lire, même si c'est un texte un peu difficile. Mais Adam Smith lui-même, et c'est toujours le cas aujourd'hui, distingue le capital fixe du capital circulant. Le capital fixe, c'est le capital qui va rester, qui ne va pas disparaître dans le processus de production, en tout cas pas immédiatement. Donc ça veut dire que il va pouvoir s'accumuler aussi, ça c'est intéressant, c'est bien sûr les machines, les bâtiments, tout ça. Alors, les machines, elles peuvent s'user bien sûr, elles finissent au bout d'un moment par disparaître. Mais elles disparaissent lentement, et donc on va pouvoir les réutiliser d'un cycle de production à l'autre. Le capital circulant, lui c'est ce qui est détruit ou ce qui disparaît. Alors le terme détruit n'est pas toujours très approprié, c'est pas qu'on va détruire le capital circulant, mais c'est que par exemple il va disparaître en tant qu'objet particulier. Par exemple, quand Renault produit une voiture et qu'elle lui installe, évidemment pour la vendre, on a besoin de pneus. Mais Renault ne fabrique pas les pneus. Renault achète les pneus à Michelin et monte les pneus Michelin sur sa voiture. Et donc là, le pneu Michelin en tant que marchandise disparaît, mais bien sûr, il n'a pas disparu au sens où il est toujours sur la voiture. Mais c'est juste qu'il ne s'agit plus d'une marchandise autonome. Maintenant, on va vendre la voiture et bien sûr, on va la vendre avec des pneus. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la consommation intermédiaire, donc la matière première, ou je ne l'ai pas mis ici dans le diaporama, mais vous pouvez le marquer, au-delà de la matière première, il y a aussi ce qu'on appelle les biens intermédiaires, donc c'est-à-dire typiquement ici le pneu qui va aller sur la voiture Renault, c'est un bien intermédiaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas être destiné à être vendu en tant que tel, mais il va s'intégrer dans la voiture. Donc voilà, alors consommation intermédiaire et capital circulant, c'est la même chose. Il s'agit de la même idée. Alors pensez aussi, ça fait partie des difficultés quand on commence l'économie, c'est que parfois on a des termes équivalents qui sont utilisés, des concepts équivalents qui ont différents termes, et donc il faut les connaître à chaque fois. Je vous ai déjà dit que par exemple l'investissement et la formation brute de capital fixe, globalement, c'est la même chose. Pourtant, il s'agit de deux mots différents. Disons que la formation brute de capital fixe, c'est comme ça que l'INSEE repère l'investissement. L'investissement, c'est plus le concept. La formation brute de capital fixe, c'est comme ça, c'est la manière dont on va le mesurer. Mais globalement, quand vous voyez dans un TD, la formation brute de capital fixe, il faut que vous sachiez qu'il s'agit de l'investissement. Pareil, le capital circulant, c'est un concept. La consommation intermédiaire, on va dire, c'est plus la manière comptable de mesurer le concept de capital circulant. Autre input, bien sûr, le travail. Et là, je continue de dire qu'il faut distinguer le travail du capital, parce qu'il ne s'agit pas tout à fait de la même chose. La machine, elle n'a pas de droit. On
on ne lui paye pas un salaire, elle ne peut pas se mettre en grève, alors que, bien sûr, le travail, lui, il doit être géré, il est quelque chose d'humain, donc on ne peut pas le gérer de la même façon. Alors, comment on mesure le travail? En général, on le mesure en temps, puisqu'on passe un certain temps à travailler. Ce temps, c'est, on va dire, le nombre d'heures de travail, le nombre de jours, le nombre de... Voilà, alors on a différentes manières de le mesurer. On peut aussi le mesurer, le travail, en nombre d'employés, mais évidemment c'est un peu moins précis, parce que si les employés ils travaillent à mi-temps, 20 heures par semaine, ou à temps partiel, 20 heures par semaine, ou 35 heures, ou voire plus, bien sûr, ce capital, il va... ce travail, pardon, il ne va pas être mesuré de manière aussi précise. Alors j'ai une question, ça me trouble un peu, mais c'est pas mal que vous posiez quand même des questions. Le fonds de consommation dans le TT3 de Adam Smith, ce n'est pas du capital, c'est un fonds de consommation. Alors là, il ne faut pas mélanger toutes les théories. Là, on est dans la théorie néoclassique, et donc ici, dans cette théorie-là, on ne prend pas en considération le fait que les biens de consommation s'accumulent. Donc on oublie, on considère que toute consommation est détruite et on va les faire disparaître de la pensée économique. La consommation, c'est une destruction, alors que chez Smith, souvenez-vous, dans le TT3, il considère qu'il y a deux choses qui s'accumulent, le capital fixe et la consommation, les biens de consommation. Il dit même explicitement que la maison d'habitation, elle va perdurer dans le temps, les vêtements, les meubles vont perdurer dans le temps. Mais ça, c'est Adam Smith qui le dit. Dans cette théorie-là, qui est la théorie contemporaine, on n'a pas ça. On n'a pas cette réflexion sur la perpétuation dans le temps des biens de consommation. Mais de toute façon, il s'agit de biens de consommation et ce n'est pas du capital. Je vous renvoie au début du chapitre 3 où on a distingué la richesse en fonction de son usage. Donc lorsqu'elle est consommée, c'est qu'elle est détruite. Lorsqu'elle est productive, c'est que c'est du capital. Et ce capital, en fait, la caractéristique du capital, c'est qu'il produit des richesses. C'est une richesse qui produit de la richesse. Vous pouvez le remarquer si vous ne l'avez pas marqué quelque part. Le capital, la définition du capital que je vous donne, c'est une richesse qui produit de la richesse, qui a pour une vocation productive. Et alors, je vous l'ai dit aussi, il y a juste un problème dans cette définition, c'est comment on range les maisons d'habitation, puisque la consommation, c'est une destruction par l'usage, le capital a une vocation productive, et les maisons d'habitation, elles sont ni productives, au sens strict, ni détruites par l'usage, là aussi. Donc, du coup, on ne sait pas trop où on les met. Aujourd'hui, on a décidé que les maisons d'habitation, c'est pas moi qui ai décidé, c'est comme la comptabilité nationale et on va dire les normes de comptabilité nationale, internationale, disent que la maison d'habitation sera considérée comme du capital. Mais voilà, c'est pas productif au sens strict, mais on va considérer quand même que c'est du capital. D'ailleurs, a priori, c'est pas si simple parce que c'est pas productif. Si la maison d'habitation elle est possédée par une entreprise qui fait office d'entreprise de location voilà, une entreprise HLM, etc., ça sera bien de ce point de vue-là du capital. Donc c'est pas si simple cette histoire de maison d'habitation. Mais pour tout le reste, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand c'est acheté par une entreprise dans le but de produire, ça va être du capital, soit fixe, soit circulant. Et pensez aussi que le capital ne s'accumule pas toujours. Seul le capital fixe s'accumule. L'électricité qu'on consomme, ce n'est pas du capital qui s'accumule, bien sûr, c'est du capital qui est détruit dans le processus de production. Alors donc, revenons sur le producteur. Donc là c'était en fait un rappel, puisque c'est des choses qu'on a déjà vues. Et maintenant, on va rentrer un peu plus spécifiquement dans la théorie néoclassique et s'intéresser à ce que le producteur va devoir faire pour maximiser son profit, puisque c'est bien son but. En théorie, il peut faire trois choses. Ça, c'est en théorie. On verra qu'en pratique, en fait, il ne peut en faire que deux. Trois choses, c'est-à-dire déterminer la qualité et la proportion de ses inputs. Comment il va produire. Alors, derrière la question des inputs, il y a la question, une question en fait assez simple à comprendre, qui est qu'on peut produire une même marchandise de différentes façons, et en particulier, on peut décider de faire un choix entre le capital et le travail dans le processus de production. C'est-à-dire combien on met de capital et combien on met de travail pour produire quelque chose, avec l'idée derrière qu'on peut substituer du capital au travail et inversement. Je veux dire par là qu'on peut décider de travailler avec plus de
plus de capital et moins d'hommes, hein, donc plus de machines et moins d'hommes, ou plus d'hommes et moins de machines. Donc là, il y a un véritable choix, qui est un choix, on va dire, technique, hein, de production. Est-ce que voilà, par exemple, est-ce que on vend du café avec une machine qui vend du café, hein, par exemple, ou est-ce qu'on vend du café avec un employé qui fabrique son café? La machine à café de la fac, un jour vous la retrouverez, j'espère. Et le Starbucks, c'est pas pareil. Il y en a un qui est fait par un humain, avec des machines quand même, et puis l'autre qui est fait entièrement par une machine. Hein, voilà. Bon, évidemment, c'est pas le même goût. Hein, donc, est-ce que c'est le même café? Ça, c'est une autre question sur laquelle je ne répondrai pas. Voilà. Donc, on a l'idée que on peut produire avec des machines ou avec des hommes. Donc, il y a un choix à faire, un choix technique. Deuxième choix que doit faire le producteur, c'est le prix. Alors, on verra que le prix, il est parfois relève du domaine du choix. Lorsque l'entrepreneur n'a pas vraiment de concurrence, hein, par exemple lorsqu'il est en monopole, il décide souverainement de son prix. Mais nous verrons que quand on envisage le marché comme étant un marché concurrentiel, en fait, il peut avoir de possibilités de choisir son prix. Le prix sera déterminé par le marché, c'est ce que nous allons voir. Et puis troisième choix, là aussi théorique, la quantité de production, la quantité à produire. Alors c'est évidemment une conséquence des prix, par exemple, hein, mais même quand il choisit son prix, il doit aussi choisir une quantité de production. Et donc là aussi, on va voir comment il raisonne pour maximiser son profit. Donc en fait, il a a priori ces trois choix-là, avec le deuxième choix qui pose plus de problèmes, qui est que alors j'ai vu une question, mais j'y répondrai plus tard parce que là, j'ai pas le temps. J'y répondrai à la pause. Donc on va voir quels choix les producteurs vont faire pour décider des quantités, décider des prix s'ils le peuvent, et décider des techniques de production. Et on verra que ces choix-là, ils ont pour but de maximiser le profit et donc de rendre l'entreprise plus profitable. Alors on va commencer par le premier choix, si vous le voulez bien, le choix des inputs. C'est la demande de travail et d'investissement, en fait, qui est derrière ce choix. Je parle bien d'investissement parce qu'il ne s'agit pas ici de consommation intermédiaire, il s'agit de capital fixe. Hein, c'est-à-dire, on remplace un homme par une machine, hein, et une machine, c'est bien du capital fixe. Et donc, il est parfois possible de choisir entre ces deux choix-là. Prenons un exemple tout bête. Si vous prenez le métro à Paris, vous verrez qu'il y a des métros qui sont conduits par des conducteurs de métro, et puis des lignes qui sont totalement automatisées. Alors bien sûr, dans les lignes totalement automatisées, en réalité, il y a quand même du personnel pour surveiller le trafic, pour nettoyer les rames de métro, pour organiser tout un ensemble de choses. Il ne faut pas croire que le métro automatique, il se passe totalement de travail humain, pour réparer aussi bien sûr les métros. Mais on va dire qu'il y a un peu moins de personnes, hein, qui travaillent dans une ligne automatique que dans une ligne conduite par des hommes, enfin des conducteurs ou des femmes. Donc là, on a deux technologies différentes. Hein, une qui va requérir plus de capital, la ligne automatique, hein, parce que il faut acheter des dispositifs qui permettent au métro de circuler de manière automatique. Hein, tout ça n'est pas simple. Et puis l'autre qui va néceciter plus d'hommes, hein, avec plus de travail, avec les métros qui sont conduits par des personnes. Donc tout le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait, hein, qu'est-ce qui est plus rentable. Et par exemple, si vous pensez au métro parisien, le fait que ça fait quand même 20 ans, et même plus, qu'on sait faire des lignes automatiques, et qu'il n'y en a que quelques-unes qui sont automatiques, permet aussi de voir que le choix, il n'est pas aussi évident que ça. Hein. C'est-à-dire que concrètement, il y a un coût très important à automatiser une ligne, et ce coût, finalement, il peut être tellement important qu'il n'est pas rentable d'automatiser une ligne. Alors là, par exemple, si vous allez à Paris, vous verrez que les lignes automatiques, c'est la 14 et la 1. On est en train, et je pense que ça va arriver là, parce que c'était déjà en train il y a quelques mois quand je suis allé, d'automatiser la ligne 4. Hein, mais c'est très lent. Hein, et il y a certaines lignes peut-être qui, dans 20 ans encore, ne seront pas automatisées parce que le coût est parfois supérieur aux bénéfices qu'on en tire. Donc concrètement, comment on fait pour substituer du capital et du travail?
ce n'est pas toujours possible. Alors parfois, c'est pas toujours rentable. Les lignes de métro, par exemple là, l'exemple que je vous ai donné, c'est pas un exemple où il est dit que c'est pas possible. C'est un exemple où il est dit en fait que c'est pas toujours rentable. Ça le deviendra peut-être, hein, parce que le coût du travail augmente avec les salaires. Donc au bout d'un moment, ce qui n'était pas rentable d'automatiser finira peut-être par être rentable à automatiser. Hein, surtout qu'en général, le prix des machines, des outils numériques ou techniques pour automatiser, lui se réduit. Donc on a un effet ciseau. Hein, donc au bout d'un moment, ce qui n'était pas rentable peut devenir rentable. Mais il y a aussi un autre problème, bien sûr, c'est que parfois ce n'est pas possible d'automatiser. Ou quand on automatise, on ne crée pas le même service. Hein. Pensez au café Starbucks et au café La Machine à Café, c'est pas tout à fait le même café. Ou même pensez aux cours en ligne, hein, sans prof. Hein, vous avez en mathématiques des cours Moodle. Alors il y a des profs qui sont derrière, heureusement, hein, mais on pourrait. Il y a eu d'ailleurs des expériences de cours totalement à distance avec. Voilà, vous regardez des vidéos, voilà. Bon, c'est pas la même chose en termes de cours qu'un cours normal, en présentiel, avec un prof que vous pouvez solliciter. Voilà, donc là aussi, on peut dire c'est possible techniquement de basculer d'un système fondé sur le travail humain à un système fondé uniquement sur un algorithme ou sur une machine. Néanmoins, c'est pas toujours le même service qui est rendu. Hein, donc là, ça c'est une grande question qui là aussi n'est pas vraiment répondue par la théorie. Mais la question qui est répondue par la théorie, c'est le fait qu'il n'est pas toujours facile de substituer du capital au travail. Si je prends l'exemple d'un salon de coiffure, par exemple, bon, vous avez du capital, bien sûr. Vous avez, alors évidemment, le capital le plus simple, c'est la paire de ciseaux. Hein, mais vous avez un séchoir, vous avez des fauteuils, vous avez un endroit pour vous laver les cheveux. Enfin, voilà, vous avez tout un ensemble d'objets de capital qui ne sont pas toujours des machines, qui peuvent être simplement des fauteuils, par exemple, ou des miroirs. Bon, là, vous avez aussi un coiffeur. Et là, évidemment, il est un peu compliqué de dire je vais substituer du capital au travail. C'est-à-dire, par exemple, je vais rajouter un miroir, racheter des paires de ciseaux, racheter un bac pour se laver les cheveux, et puis je vais supprimer un coiffeur. Non, si vous supprimez un coiffeur, vous aurez beau acheter autant de miroirs que vous voulez, vous n'allez pas augmenter votre capacité à produire des coupes de cheveux. Donc évidemment, là c'est un exemple typique où le capital et le travail sont totalement complémentaires et où on ne peut pas substituer le capital au travail. On n'a pas encore de robot qui coiffe, qui coupe les cheveux. Alors par contre, évidemment, on peut mécaniser en partie en utilisant la tondeuse, par exemple. Mais là aussi, est-ce que c'est le même service qui est rendu? Ça, c'est pas évident. Puis par ailleurs, s'il s'agit d'utiliser une tondeuse pour se couper les cheveux, pas besoin d'un coiffeur. On peut le faire chez soi tout seul. C'est pas tout à fait la même chose. Donc tout ça pour vous dire que parfois le capital il est substituable au travail, c'est-à-dire qu'on peut se substituer l'un à l'autre. Donc là il y a un vrai choix. Puis parfois en fait il est complémentaire. Le capital et le travail sont complémentaires et ça veut dire que si on augmente l'un, il va falloir augmenter l'autre. C'est la même chose dans l'autre sens d'ailleurs. Si vous recrutez plus de coiffeurs mais que vous rajoutez pas des sièges et des paires de ciseaux, vos coiffeurs ils vont avoir du mal à couper les cheveux. Donc voilà. Donc là on a typiquement le phénomène comment dire, où capital et travail ne peuvent fonctionner que s'ils sont associés. Alors l'idée aussi, c'est comment dire, c'est d'agir. Alors du point de vue du point de vue des gouvernements, il y a l'idée que on peut influencer le producteur dans sa stratégie capital-travail, de choix des inputs. Alors bien sûr, vous comprenez bien qu'en période de chômage, le gouvernement va tenter d'aider les entreprises à faire le choix du travail plutôt que le choix du capital, lorsque évidemment tout cela est possible. Alors on a comme ça des dispositifs fiscaux qui cherchent à altérer ou à modifier le choix des entreprises en baissant le coût du travail. L'idée c'est, comme on compare toujours le coût du capital avec le coût du travail, lorsqu'il y a substitution possible, baissons le coût du travail pour faire en sorte que les entreprises donnent des emplois plutôt qu'achètent du capital et des machines. Alors c'est par exemple ce qu'a fait la réforme de la taxe professionnelle en 2010.
oui, alors là, elle a fait autre chose. Elle a cherché, pardon, je dis des bêtises parce qu'en même temps, j'essaie de me souvenir de ce que c'était que cette réforme de taxe professionnelle. Et en fait, là, c'était une taxe qui pesait sur le capital. Donc, on a voulu réduire le coût du capital pour augmenter la performance et la compétitivité des entreprises françaises. Alors, évidemment, dans ce cas-là, on n'est pas dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne cherche pas à favoriser le travail, on cherche plutôt ici à favoriser l'investissement et le capital. Et puis, on a cherché, 3 ans plus tard, à favoriser le travail. C'est le crédit impôt compétitivité emploi, donc qui cherche à réduire le coût du travail. Donc, oui, c'est intéressant parce que du coup, on a une loi qui va dans un sens, augmenter l'intensité capitalistique, hein, donc ça veut dire augmenter, diminuer le coût du capital, et puis notre loi, le crédit impôt compétitivité emploi, qui, elle, va chercher à diminuer le coût du travail. Donc au final, est-ce que ça change beaucoup le choix des entrepreneurs? Pas tant que ça, mais ça permet d'alléger les coûts globalement. Bon, alors pour la petite histoire, hein, que se passe-t-il lorsque on baisse les taxes pour les entreprises? Alors on a une nouvelle baisse de taxes, hein, les impôts de production qui vont baisser l'année prochaine de 10 milliards. Voilà, ça va continuer, hein, puisque c'est une baisse définitive. Donc ça veut dire que les entreprises paieront 10 milliards de moins d'impôts. Tout ça permet de réduire les coûts des entreprises. Donc il y a derrière l'idée que ça va favoriser le développement des entreprises et l'emploi. Et surtout, ça va permettre à nos entreprises françaises d'être plus compétitives vis-à-vis des étrangères. Mais le problème, c'est qu'il faut bien des taxes. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? On a tendance à basculer l'impôt vers les ménages, hein, puisqu'on ne peut plus taxer les entreprises, et on va taxer davantage les ménages. Alors, c'est la hausse des taxes sur l'essence, c'est la hausse des taxes sur le tabac, c'est tout un ensemble de hausses d'impôts masquées. C'est aussi des baisses de dépenses, hein, par exemple les baisses des APL ou des choses comme ça, qui rapportent d'ailleurs en passant pas tellement d'argent, mais qui permet, en étant multiplié, finalement de permettre à l'État de continuer d'assurer un certain nombre de dépenses publiques qui, elles aussi, sont nécessaires pour les entreprises. Hein. Par exemple, les dépenses d'éducation supérieure, hein, je l'ai dit, hein, ça favorise les étudiants. Hein, ça vous donne des cours qui vous rend plus compétents et qui vous apprennent des choses, mais ça favorise bien sûr les entreprises qui pourront bénéficier de main-d'œuvre mieux formée et a priori plus utile sur le marché du travail. Donc ça aide aussi les entreprises. Donc bien sûr, il y a ces genres de dépenses et puis il faut bien les financer. Donc voilà, donc la stratégie depuis un certain temps, c'est d'aider les entreprises, éventuellement de les inciter soit à embaucher, soit à investir. Hein, et donc pour les inciter, on va baisser les impôts. Alors, essayons de prendre un exemple en essayant de voir ce qu'une entreprise peut faire lorsque elle choisit différentes modalités de production, hein, c'est-à-dire finalement, alors là je prends un exemple très théorique, très simplifié, qui est de savoir comment va-t-on faire pour produire si on a des machines et des hommes et si on a le choix entre différentes manières de produire. Alors vous voyez ici c'est très simple, on a de 0 à 10 employés, de 0 à 10 machines, et on regarde la valeur de ce qui est produit. Bon, ça peut être en euros, en millions d'euros, enfin en centaines, en milliers d'euros. Ça n'a aucune importance. On est là juste sur un exemple totalement théorique. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a une substituabilité entre capital et travail. On peut remplacer des hommes par des machines ou des machines par des hommes. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une combinaison productive qui est plus efficace que les autres. Alors regardons ici le tableau. On voit un truc assez particulier, mais qui n'est pas idiot quand on y pense, c'est quand on n'a pas d'employés et que des machines, on produit 0, alors que vous voyez, quand on a des employés et aucune machine, on produit 50. Alors, prenez un exemple, non, c'est peut-être pas un bon exemple, mais si, on peut y penser comme ça, des camions qui circulent, vous pouvez avoir des camions totalement automatiques, qui donc circulent sans chauffeur, hein, mais est-ce que vous produisez de la richesse si vous avez 0 employé? En fait non, parce qu'il va bien falloir quelqu'un pour passer les commandes, etc. Donc il y aura bien toujours du travail, je vous dis, y compris quand les choses sont automatiques. Par contre, vous n'avez aucun camion, vous avez 10 employés, vous pouvez encore transporter des trucs. Alors évidemment, pas de manière très, très, très facile, hein, et pas sur beaucoup de kilomètres, donc du coup, votre production sera très très faible. Voilà, c'est de toute façon un exemple théorique, je pense que j'ai pas intérêt à vous donner trop
d'exemples pratiques parce que voilà, on est sur un tableau que j'ai construit comme ça totalement au hasard. Alors ce qu'on constate ici, c'est que a priori, il y a une combinaison productive où on est très efficace, on est plus efficace, c'est la combinaison 5-5. 5 employés, 5 machines, alors on a une production de 400, qui est la production la plus importante. Mais en fait, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Parce qu'on n'a pas vu le coût des employés et le coût des machines. C'est-à-dire que globalement, rien ne dit que l'entreprise elle va se mettre à 5-5, même si c'est là qu'elle produit plus, parce que tout dépend du coût relatif des employés et des machines. Puisque son objectif, c'est quand même de maximiser ses profits. Donc elle va regarder d'une part les coûts et d'autre part les profits. Donc là, évidemment, on a les ventes, si vous voulez. Là, on a 400 de ventes, de production, donc de ventes, on va considérer. Mais si on ne connaît pas les coûts, on ne peut absolument pas décider quel va être le niveau de production optimal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut regarder les coûts. Alors par exemple, je vais vous montrer 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est les coûts annuels. Alors on prend en coût annuel. Alors pourquoi on prend en coût annuel ? Parce qu'il faut comparer les choses qui sont comparables. Une machine, même lorsqu'il s'agit de capital fixe, elle a un coût annuel, qui est le coût d'amortissement finalement de la machine. C'est-à-dire que si elle dure 10 ans et qu'elle vous vaut 200 000 euros, eh bien on va considérer qu'elle coûte 20 000 euros par an. Alors, globalement, on laisse de côté les questions d'inflation, d'actualisation, etc. Une entreprise qui vit 10 ans et qui vaut 100 000 euros, eh ben, elle vaut 20 000 euros par an. Donc on peut toujours transformer en coût annuel un coût. Un employé, il n'est pas calculé le chiffre production, monsieur, le chiffre production, il est juste donné par la personne qui a fait le tableau, c'est-à-dire par moi. Il n'y a pas de calcul derrière ça, c'est juste des données, d'accord ? Donc, du coup, on peut comparer le coût annuel d'une machine et le coût annuel d'un employé en disant que chacun coûte chaque année 20 000 euros. La machine parce qu'elle va durer 10 ans et qu'elle coûte au départ 200 000 euros. Et l'employé parce que lui, on va lui donner pendant 12 mois un salaire. Donc, un 12e de 20 000 euros, par exemple, ça va nous coûter ça. Alors, on va reprendre ici les combinaisons productives qu'on a vues tout à l'heure, qui sont une donnée, nombre d'employés, la production, etc. Et maintenant, on va considérer le coût et on va calculer donc le coût unitaire de production à partir du coût, c'est-à-dire combien chaque unité produite coûte. Et on va comme ça vérifier quel est le niveau le plus efficace de production. Alors ici, donc le coût unitaire, c'est vous avez ici 5 employés, 5 machines. Donc au total, ça fait 10, ça fait 20 000, donc par personne, par unité facteur de production. Donc vous en avez 10, donc ça fait 200 000. D'ailleurs, on va avoir 200 000 tout le temps parce qu'on a toujours 10 ici. On arrive toujours à 10, donc on a toujours le même coût. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui est le système le plus efficace ? Eh bien, c'est 400 divisé par 200 000, puisque c'est là où on a la production la plus importante. Excusez-moi. Ah oui, alors je pensais qu'il y avait un truc. Bon, c'est pas grave, j'ai dû l'oublier. Donc on peut dire que c'est dans ce cas-là le niveau de 5,5 qui va être le niveau le plus efficace. Alors on ne va pas s'intéresser au prix de vente de la production, parce que de toute façon le prix de vente est toujours le même. Ici, il est donné par le marché. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment le coût de production, le coût unitaire de production. C'est-à-dire ce qui vous permettra d'être le plus efficace possible. Bon, maintenant, prenons une deuxième hypothèse. Cette fois-ci, le coût d'une machine par an il est de 40 000 euros et celui d'un employé de 10 000 euros par an. Donc là, il y a un écart énorme entre le coût de l'employé et le coût de la machine, de 1 à 4. Donc, nécessairement, avec le même, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. C'est qu'on a exactement le même fonction de production. C'est-à-dire, globalement, on produit toujours 400 à 5,5 et 0 à 0,10. Donc, on a repris les chiffres du tableau précédent, mais cette fois-ci, on va regarder le coût total. Mais le coût total, il ne va plus du tout être le même, ça peut être 200 000 partout. Ça va dépendre du rapport entre employés et machines. Alors évidemment, quand on a 10 machines, si chacune coûte 40 000 euros, on arrive à 400 000. Et au contraire, quand on a 10 employés et que chacun coûte 10 000 euros, là on va arriver à 100 000. Et alors du coup, ça permet de regarder ici.
que finalement le système qui va être le plus efficace, eh bien c'est plus le système 5,5 tout à l'heure, puisque à 5,5 on a un coût unitaire de 625 et à 6,4, 6 employés, 4 machines, là on a 579. Et c'est le minimum. Donc du coup, ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien, on va préférer avoir 6 employés et 4 machines. Ok ? Alors, je continue. Troisième hypothèse. Alors, j'ai fait exprès de faire varier un peu les chiffres. Cette fois-ci, on a une machine dont le coût, c'est 10 000 euros par mois, et un employé dont le coût, de 10 000 euros par an, pardon, excusez-moi, et un employé dont le coût est, lui, de 30 000 euros par an. Donc, cette fois-ci, c'est l'employé qui est 3 fois plus cher que la machine. Alors voilà, on va voir pareil. Quelle est la combinaison la plus utile? Alors là aussi, 10 machines, 0 employés, ça fait 100 000, 10 fois 10 000. Et puis 10 employés et 0 machine, ça va faire 300 000, 10 fois 30 000. Et ce qui est intéressant, c'est entre les deux. Donc là aussi pareil, où est-ce que le coût unitaire va être le plus faible? Eh bien ici, à la combinaison productive, 3 employés, 7 machines, où là on a 457 en coût unitaire. Donc c'est là qu'on est le plus efficace. Donc vous voyez, ça permet ici de répondre à la question. Selon les coûts de chaque facteur de production, on va avoir un choix d'une configuration technique de production qui sera différente. Alors, pour résumer, dans tous ces trois choix, 5,5, 6,4 ou 3,7, le choix qui intègre le plus de capital, c'est le choix 3,7, bien sûr. La combinaison la plus intense en capital, c'est celui-là. Et celui-là apparaîtra comme le choix le plus pertinent lorsque l'employé coûtera 3 fois plus cher par an que la machine. Voilà, c'est un peu ça qu'on peut raisonner les choses comme ça. Donc voilà. Donc ça permet, vous voyez, de répondre. Et à chaque fois, on est là en train de maximiser le profit parce que, en fait, ici, maximiser le profit, vu qu'on n'a pas un prix de vente qui est déterminé par nous-mêmes, qu'il est déterminé par le marché, donc on va dire il est exogène. Eh bien, ce qui va maximiser le profit, c'est diminuer les coûts de production au maximum. Et donc, pour savoir à combien on peut diminuer les coûts de production, il faut regarder le niveau des coûts et donc les diviser par le nombre d'unités produites. Bon, alors, pour résumer, c'est pas très compliqué. La répartition entre capital et travail, lorsqu'elle est possible, parce que là aussi, il y a une hypothèse forte, c'est qu'il est possible de substituer le capital au travail. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en prenant l'exemple du coiffeur, ce n'est pas toujours possible. Parfois, on ne peut pas substituer une paire de ciseaux à un coiffeur, parce que les deux ont des fonctions totalement différentes et sont donc totalement complémentaires. Mais lorsque c'est possible, lorsqu'il y a une substituabilité, on peut décider de la combinaison productive la plus efficace en regardant deux choses. La productivité combinée des facteurs de production, parce que ça c'est le premier tableau. Le tout premier tableau, c'est combien est-ce que je vous l'ai dit, c'est pas calculé, c'est donné. Voilà. Quelle est la production si on associe du capital et du travail? Alors l'hypothèse implicite que j'ai montrée dans ce tableau, c'est que globalement, il y a une substituabilité imparfaite du capital et du travail. C'est-à-dire qu'en fait, quand on change une machine par un homme, ou un homme par une machine, on n'a pas exactement la même production. Sinon, on aurait toujours, par exemple, 400 de production à chaque fois, quelle que soit la combinaison productive. Là, c'est imparfait. C'est-à-dire que l'homme et la machine ne produisent pas tout à fait la même chose, c'était l'hypothèse implicite. Et la deuxième hypothèse implicite, c'est que la meilleure combinaison productive, c'est la combinaison, on va dire, la plus paritaire, c'est-à-dire 5-5. Bon, c'est pas forcément le cas du tout. Voilà, ça va dépendre de paramètres techniques de la production. On peut parfois penser que, je sais pas, par exemple, vous êtes un pizzaiolo et vous avez des fours et des pizzas à mettre dedans. Est-ce que vous avez besoin d'un four par employé? Pas sûr du tout. Vous pouvez avoir un four qui va être partagé en 3-4 employés. Puis si vous voulez augmenter le nombre de pizzas produites, au bout d'un moment, il faut rajouter un four pour avoir des pizzas, pour produire de nouvelles pizzas. Donc là, par exemple, la combinaison productive la plus efficace, ça serait 3 employés pour un four. Puis après, quand vous augmentez le nombre d'employés sans augmenter le nombre de fours, là, vous avez une combinaison moins efficace. Donc tout ça, je veux dire simplement qu'il n'y a pas de loi qui dit combien il faut de capital par rapport au travail. En passant d'ailleurs,
l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple où on ne peut pas du tout substituer les travailleurs au four. Là aussi, on a bien une complémentarité ici. Bon, on peut penser des systèmes de complémentarité quand on regarde dans l'industrie, voilà, des machines qui vont peindre les carrosseries par rapport à des employés qui vont peindre des carrosseries. Bon, aujourd'hui, voilà, tout est peint par des machines. Donc là, il y a une substituabilité entre l'homme et le capital. Voilà, dans le four et dans le cas de la pizza, là, il n'y a pas de, c'est pas possible, quoi. Bon, bref. Donc on regarde la productivité combinée des facteurs de production et le prix de chaque facteur de production. Et là aussi, on arrive du coup à un raisonnement assez simple et qui est aussi assez évident. J'ai envie de dire qu'on enfonce un peu les portes ouvertes, qui sont que, toute chose égale par ailleurs, plus le prix d'un facteur de production augmente par rapport à l'autre facteur de production, plus le producteur va chercher à lui substituer un autre facteur, bien sûr, si c'est possible. Donc quand le prix des machines devient trop important, le producteur est incité à employer plus de main-d'œuvre et moins de capital, et inversement, si c'est le prix du capital qui augmente relativement au prix si c'est le prix du travail qui augmente relativement au prix du capital. Pardon, je suis en train de lire et je n'arrive même pas à lire correctement. Donc voilà, donc nous avons voilà, simplement un choix qui va déterminer les prix des facteurs. Alors maintenant, je vais regarder vos questions parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Voilà, non mais... Ah oui, d'accord, oui. Donc les questions, questions sérieuses. La consommation intermédiaire, c'est la valeur des biens et des services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production. Je ne sais pas si... Oui, c'était une réponse à une question. La consommation intermédiaire, c'est la valeur des biens transformés ou... Oui, voilà, c'est ça, c'est très bien. On ne parle pas de capacité productive dans ce cas-là. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Ok. Les producteurs ne devraient-ils pas plutôt prendre en compte la productivité du travail et du capital? En fait, les deux. Je réponds alors, je n'ai pas les noms des gens qui posent des questions, mais en fait, justement, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'on prend à la fois en compte la productivité de chaque facteur de production, la meilleure combinaison productive, et en même temps, le prix du travail, le prix des facteurs. Imaginez que vous avez la même productivité du travail pour les machines et les employés, donc exactement identiques, mais il y en a un qui est 2 fois plus cher que l'autre. Dans ce cas-là, aucun souci, vous préférez le moins cher, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc... comme au poker, il faut choisir les meilleures combinaisons pour faire ce... Voilà, bon, voilà. Non, quand je parle de productivité, je parle du ratio coût-production. C'est bien de cela, il ne s'agit, c'est pas la production totale. Alors la productivité, on la calcule comment? On la calcule en regardant combien chaque facteur produit, combien, comment dire, on a une productivité relative, c'est-à-dire que par exemple, si je reprends ici le tableau 1, ici, voilà, alors on va calculer la productivité du travail et la productivité du capital en prenant la production divisée par le nombre de machines ou divisé par le nombre d'employés. Par exemple ici, on s'aperçoit que les employés sont très productifs, puisqu'il faut que 2 employés vont produire 300, donc la productivité des employés c'est 150. Et donc après, on peut aussi parler de productivité combinée, c'est de ça dont je parlais, c'est-à-dire quand on reprend l'ensemble des facteurs de production, combien ils produisent. Et là on voit que la productivité combinée la plus efficace, c'est la productivité 5-5, puisque c'est avec ça qu'on va produire le plus. Mais cette productivité, elle ne veut pas dire qu'on va faire 5-5. Ça va dépendre des coûts. Donc là, on va s'intéresser à autre chose. Alors, il est 49. Bon, on va quand même continuer un peu 5 minutes. Donc, réfléchir sur le niveau de production. Le deuxième, là j'avais mis en 3, le troisième choix. Alors ça c'est intéressant parce qu'on va là rentrer vraiment dans le modèle et essayer de comprendre comment, en théorie néoclassique, le producteur raisonne. La chose qui va être au cœur de ce modèle, c'est que l'entreprise est toute petite, elle est, on dit, atomistique. Donc là, on prend l'hypothèse que le marché est en concurrence parfaite. Donc j'y reviendrai. Ça veut dire que les entreprises
n'ont pas d'influence sur leur marché. Hein. Le marché est très vaste, c'est comme une espèce d'océan, puis elles ont une production qui est toute petite par rapport au marché. Ce qui veut dire que, on va dire, pour elles, le marché n'est jamais saturé, donc elles peuvent vendre toute leur production à partir du moment où elles la vendent au prix de marché. Alors, cette idée de petite entreprise sur un marché extrêmement vaste, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse d'atomicité du marché. Ça veut dire que les agents du marché, alors c'est vrai aussi pour les consommateurs, hein, sont tout petits, sont très nombreux et tout petits, et donc leurs choix ne peuvent pas influencer le marché. Alors c'est une hypothèse extrêmement importante parce que ça signifie en fait que c'est le marché qui va décider tout un ensemble de choses, et c'est le marché donc qui va décider des prix, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc voilà, donc ça veut dire que l'entreprise ne décide pas de son prix de vente. On appelle ça price taker, c'est-à-dire qu'elle est preneuse de prix en français. Donc la question de quel est le prix, ici on va considérer que cette question n'est pas pertinente, que l'entreprise ne peut pas répondre à cette question, elle ne veut pas décider du prix, elle est preneuse de prix, elle regarde le prix du marché et elle vend à ce prix-là de marché. Et comme elle est toute petite, eh bien elle peut vendre tout ce qu'elle produit sur le marché, donc elle n'a pas de limite de vente à ses ventes. Évidemment, alors ça veut dire aussi qu'elle est en situation de concurrence parfaite, on dit. Et c'est, on va dire, la concurrence parfaite, c'est l'état d'un marché lorsque, justement, les entreprises ne peuvent pas décider, ne peuvent pas influencer le marché par leur choix de décision, ce qui permet à l'économiste de réduire un certain nombre de questions à la question de la performance du marché. En fait, c'est plus les entreprises qui sont performantes, c'est plus les entreprises qu'on analyse, les producteurs, on va analyser le marché, puisque c'est le marché qui va faire des choix, notamment les choix des prix de vente. Si elle ne choisit pas son prix de vente, l'entreprise, eh bien, elle va donc choisir son niveau de production. Et qu'est-ce qui va faire qu'elle va produire une quantité X ou Y? Eh bien, ça va dépendre des coûts de production. Donc, elle va regarder comment évoluent ses coûts en fonction de ses ventes, de sa production, pardon. Comment évoluent ses coûts en fonction de sa production. Alors, là aussi, ça veut dire qu'on fait une hypothèse quand même qui est que les coûts de production varient en fonction des quantités. Alors comment? Alors c'est pas une hypothèse qui est absurde, en réalité c'est une hypothèse qui est finalement assez simple à comprendre, puisque on va avoir des coûts qui sont des coûts fixes, des coûts variables, et donc forcément les coûts fixes c'est les coûts qui ne dépendent pas de la quantité produite. Les coûts variables vont dépendre de la quantité produite, et typiquement ce qu'on peut penser en coûts variables, eh bien, c'est par exemple les matières premières. Plus vous produisez d'une marchandise, plus il faut que vous achetiez des matières premières, donc forcément vous allez vous retrouver avec un coût variable qui va augmenter avec votre production. Quand il s'agit quant aux coûts fixes, eux, ils ne varient pas en fonction des coûts de production. Donc là, on peut penser aux coûts d'investissement, l'achat du bâtiment, les machines, etc. Donc elles, en fait, on va dire, ces machines, ces bâtiments, ces coûts-là, ils ne vont pas être déterminés par le volume de production. Alors avec une certaine limite quand même, c'est-à-dire que si vous avez un bâtiment dans lequel vous produisez, si vous voulez produire beaucoup, peut-être qu'au bout d'un moment, votre bâtiment ne va plus suffire, et donc là, vous êtes limité dans votre capacité à produire. Donc il va falloir acheter un nouveau bâtiment, donc là, le bâtiment finira par devenir un coût variable. Mais a priori, on raisonne avec des coûts fixes dont on considère qu'ils ne changent pas, et des coûts variables qui, eux, évoluent en fonction du volume de production. Voilà. Alors, on va prendre un exemple, évidemment extrêmement simple, parce que l'idée, c'est que il faut surtout que vous compreniez l'idée du raisonnement, et pas forcément avec des choses très compliquées. Vous aurez l'occasion au deuxième semestre de faire des calculs un peu plus compliqués. Donc vous avez un job d'été, vous allez sur la plage et vous vendez du jus d'orange frais l'été. Vous êtes un vendeur itinérant, donc vous achetez un chariot frigo, une presseuse que vous louez tous les jours, 50 € par jour. Et bien sûr, comme vous vendez du jus d'orange, eh bien, vous avez besoin d'orange. Et là, vous achetez le kilo d'orange 1 €. Donc il vous faut 2 kg d'orange pour faire 1 litre, soit 4 verres de jus d'orange. Vous avez des verres de 25 centilitres, vous êtes généreux. Et donc on arrive à l'idée que s'il faut 2 kg d'orange pour produire 1 litre, soit 4 verres, et que chaque kilo coûte 1 €, alors ça veut dire que
vous produisez 1 litre avec 2 euros, 1 litre de jus d'orange avec 2 euros, et donc ça veut dire 2 euros vous permet d'avoir 4 verres, donc chaque verre vaut 50 centimes en termes de matière première d'orange. Et puis donc vous avez toujours ces coûts fixes, hein, c'est des coûts fixes puisque eux ils ne dépendent pas du volume, hein, vous louez 50 euros par jour votre machine, quel que soit le nombre de verres de jus d'orange que vous vendez. Donc d'où vous voyez le principe de coût fixe. Hein, le coût fixe ça ne veut pas dire que ça n'évolue pas dans le temps. Ça veut dire que ça n'est pas dépendant du volume de production. Et le chariot frigo, eh bien, vous le payez 50 euros par jour, que vous vendiez un seul verre ou vous en vendiez 50 hein, ou 100. Donc voilà. Alors du coup, il faut essayer de calculer la fonction de coût. Bon, la fonction de coût, en fait, ça va être très simple. Hein. C'est 50, hein, les coûts fixes, plus un coût en matière première qui lui est déterminé par le nombre de verres. Donc ici on met un grand V, le nombre de verres, hein, et donc on a vu que chaque verre coûtait 50 centimes en matière première, en orange, donc on peut dire que la fonction du nombre de verres produits est égale à 50 plus 0,5 V. Bon, c'est une droite, c'est un truc très simple. Hein. En gros vous vendez, alors voilà, la fonction est très, très simple, vous vendez 50 verres, non, on va faire un truc, vous vendez 100 verres, ça vous coûte donc 100 fois 0,5, ça fait 50. 50 en termes de vente, hein, de coût variable, plus 50 de coût fixe, ça fait au total 100 euros de coût. Hein, vous vendez 200 verres, alors là, vous aurez 200 fois 0,5, ça fait 100. Hein, 100 plus 50, ça fait 150. Donc vous avez un coût total de 150. D'accord ? Et bien sûr, vous avez produit 200 verres, hein, dans ce cas-là, de jus d'orange. Bon, tout ça vous permet de savoir combien vous êtes rentable, en fait. Hein. C'est-à-dire que globalement, imaginez là, vous produisez 200 verres, bon, combien il faut vendre chaque verre ? Il ne faut pas le vendre 0,50 centimes, parce que là, vous allez perdre de l'argent, vous n'allez faire aucun profit. Hein. Donc, alors, encore une fois, bon, là, on réfléchit sur le prix. En fait, on va considérer ici, dans le raisonnement néoclassique, que ce n'est même pas vous qui décidez du prix. Le prix de marché, c'est 1 euro. Alors, le prix de marché, c'est 1 euro le verre. Bon, voilà, à combien vous êtes rentable ? Combien il faut produire pour être rentable ? Bon, alors là, 1 euro le verre, ça veut dire qu'il faut vendre au moins... il faut avoir une fonction de coût qui soit au minimum de 100 verres, hein, parce que du coup, ça vous coûtera 100 euros hein, de coûts totaux, hein, 50 plus, on l'a vu tout à l'heure, plus 50, ça fait 100. Et donc, si vous faites 100 verres, vous vendez les verres 1 euro pièce, ça vous fait 100 euros, ça vous coûte 100 euros, ça vous fait 100 euros. Voilà, vous êtes sûr que vous n'êtes pas rentable en dessous de 100 et vous commencez à être rentable au-dessus de 100. Okay. Globalement, toute fonction de coût de production sera sous la forme ici, hein, que je vous montre. La fonction de production et dépend des quantités. Hein, donc ça veut dire fonction entre parenthèses Q, ça veut dire ça c'est la variable et ça c'est la fonction, c'est ce qui va, la Q c'est ce qui va évoluer et donc on va avoir une fonction du coût, hein, c'est ça que ça veut dire, qui est égale au coût fixe plus les coûts variables multipliés par la quantité produite. Voilà, c'est simple. Alors évidemment, là je vous montre une fonction de coût qui est linéaire. On dit linéaire parce que c'est une ligne et qu'elle est proportionnelle de manière stricte aux quantités produites. Mais on n'a pas toujours des fonctions de coût linéaires. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir des coûts variables qui eux-mêmes varient en fonction des quantités produites. Alors, on peut notamment avoir des rendements d'échelle. Les rendements d'échelle signifient que plus vous produisez, plus votre coût unitaire sera faible. Alors, pour cela, pour analyser la variation des rendements, donc réfléchir sur les rendements d'échelle, il faut voir combien le coût marginal de production, comment le coût marginal de production évolue au cours du temps. Ici, dans l'exemple qu'on a vu, hein, du jus d'orange, le coût marginal, il est ce qu'on appelle de 0,5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le coût marginal ? C'est le coût de la prochaine unité produite. Si on rajoute une unité produite, combien ça nous coûte ? Ici, c'est en fait les coûts de matière première. Hein, donc, c'est 50 centimes par verre. Vous voulez produire un nouveau verre de jus d'orange, eh bien, ça vous coûtera 50 centimes. Ça, c'est ce qu'on appelle le coût marginal. Bon, on voit bien que dans l'exemple que je vous ai donné, le coût marginal, il est constant. Il n'évolue pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de rendement d'échelle. On n'est pas plus efficace au fur et à mesure qu'on produit. C'est très important. On n'est pas... voilà, certes, on a un seuil parce qu'on a des coûts fixes.
on a un seuil de rentabilité, mais chaque verre du jus d'orange coûtera toujours le même coût, donc le coût marginal, il va toujours être le même. Par contre, on peut imaginer des productions où on va avoir un coût marginal qui va croître, ou au contraire qui va décroître. C'est-à-dire que le verre, le coût de production du verre, il va diminuer ou augmenter. Alors ici, on ne voit pas bien comment il pourrait diminuer. Aussi, j'ai une idée. Comment on peut faire varier le coût marginal de production de verre, de jus d'orange? Eh bien simplement parce que, par exemple, si vous produisez beaucoup de jus d'orange, vous pouvez peut-être négocier des prix plus faibles au kilo. Par exemple, c'est un exemple. Là, c'est 1 euro le kilo d'orange. Bon, imaginez que si vous vendez 100 verres de jus d'orange, ça sera toujours 1 euro le kilo. Mais si, donc ça veut dire, vous achetez, je sais plus, 50 kilos d'orange, pour produire 100 verres, ouais, c'est ça, à peu près, je crois. C'est ça, oui, pour produire 100 verres, c'est un demi. En fait, ça fait vachement beaucoup d'orange pour. Ouais, je sais pas. Bon, bref, je suis en train de réfléchir sur mon exemple. Donc, si vous voulez produire 100 verres de jus d'orange, il vous faut 50 kg d'orange. 50 kg d'orange, ça coûte 1 euro. Mais mettons que vous voulez faire produire 200 verres, là, vous allez voir le marchand d'orange, et vous dites, écoutez, je vous en achète 2 fois plus. Et donc, est-ce que vous me faites un prix? Donc, il dit, oui, d'accord, pas de problème, 90 centimes. Là, vous voyez que au-delà d'un certain seuil de production, eh bien, votre coût unitaire, votre coût marginal, il va baisser. Inversement, on peut avoir une autre réflexion en disant, votre marchand, quand vous lui avez acheté 50 kg d'orange, il n'en a plus à vous vendre, donc il faut acheter des oranges chez un autre marchand qui lui est plus cher. Donc il ne va pas vous vendre le kilo d'orange à 1 euro, mais à 1,50 €. Ou alors il est le même prix, mais il est plus loin. Donc ça va vous coûter en coût d'essence, etc., en coût de déplacement, plus. Et donc dans ce cas-là, pareil, mettons que c'est 1,50 €. Donc là, vous allez avoir des coûts marginaux qui seront croissants. Donc c'est tout à fait possible dans mon exemple, finalement, d'avoir des coûts marginaux décroissants ou croissants. Ils seront décroissants si vous avez des meilleures capacités de négociation, vous pouvez faire baisser le prix, parce que vous vendez beaucoup, ou il est croissant parce qu'il va falloir acheter plus loin ou acheter plus cher les oranges qui vont vous servir à produire vos verres. Bon, globalement, on va se retrouver avec une fonction de coût qui va évoluer de cette façon-là. Donc les coûts fixes, ils n'évoluent pas en fonction des quantités produites, donc c'est une droite ici, qui est parallèle ici, qui est horizontale. Voilà. Alors ensuite, les coûts variables. Alors il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, on a des coûts variables avec des coûts marginaux décroissants. Alors, coût marginal décroissant, je l'ai dit, ça veut dire que plus vous produisez, moins ça vous coûte cher. Alors ici, on n'a pas mis de seuil dans l'exemple ici graphique. On peut avoir des seuils ou pas d'ailleurs. Donc là, ici, l'idée c'est plus vous produisez, plus votre coût unitaire, pas votre coût unitaire, votre coût marginal, le coût de la prochaine unité va baisser. Donc vous allez avoir ici, dans cette partie-là, des coûts marginaux importants. Ça veut dire que vous produisez un peu plus et votre coût il augmente beaucoup. Puis progressivement, votre coût il va augmenter de moins en moins au fur et à mesure que vous allez produire. Là, vous avez la droite des coûts variables avec un coût marginal constant. Donc c'est l'exemple où le kilo d'orange vaut toujours le même prix. Et donc là, vous avez une droite. Et puis vous avez un autre exemple avec un coût marginal croissant. Et donc là, ça va être un peu la courbe inverse, c'est-à-dire que au début, la pente est faible, c'est-à-dire que chaque unité produite va pas vous coûter très cher, et puis progressivement, eh bien, la pente va augmenter de plus en plus. Ok ? Alors, je vais regarder vos questions, et puis ensuite, on va faire la pause. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Non, j'ai pas dit 50 kilos, 1 euro. J'ai dit 1 euro le kilo pour 50 kilos. Donc ça fait 50 euros les 50 kilos. Ou alors j'ai dit une bêtise sans faire exprès. Alors je regarde. Alors j'avais cru que ce sont les verres qui font de ce produit un coût variable. La formule générale demande de coût variable, c'est le coût de la matière première. Oui, c'est ça. Que fait de lui variable aussi? Non, je ne comprends pas. Oh là là, je ne comprends rien à votre question. Car si on estime qu'il est fixé par l'État, mais non, mais il n'y a pas de fixé par l'État, je ne comprends pas votre question.
Il s'agit bien, pour produire des verres de jus d'orange, il faut bien des oranges. Hein. Le coût variable, c'est les matières premières, d'accord? C'est ça qui est important. Ok, voilà. Donc, c'est bien le matière première. Bon, écoutez, il est 12h05, je vous propose de faire 10 minutes de pause. Et nous nous retrouvons après. Hein. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Voilà, essayez de poser des questions claires relatives. Bon, de retour. Ça fait toujours un peu théâtral cette manière d'entrer et de sortir. Alors, bon, il n'y a pas d'autres questions manifestement. Donc, voilà. Les fonctions bijectives. Mais oui, mais les matheux, si vous dites des choses comme ça aux étudiants, vous les perdez. Qu'est-ce qui fait que le prix de la matière première est variable? Non, mais alors, ça c'est une bonne question. Et il faut vraiment être très clair là-dessus. Qu'est-ce qui fait que le prix de la matière est variable alors que le prix de la location peut lui aussi être variable? En fait, ce n'est pas la question. C'est pas de savoir si le prix est variable. La question est de savoir si le prix est variable en fonction des quantités de production. D'accord? Il faut bien que vous compreniez ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de savoir si les prix peuvent fluctuer d'un jour à l'autre. Mais la question est, est-ce que les prix peuvent varier en fonction de la production? Le chariot frigo et la presseuse, elles ne vont pas varier en fonction du nombre de verres que vous produisez. Par contre, quand je vous ai dit tout à l'heure que si vous produisez trop de verres et à la fin et après il va falloir que vous achetiez vos oranges dans un autre marchand qui sera plus cher, alors là je suis en train de vous dire que si vous produisez plus qu'un certain seuil, eh bien il va falloir payer plus cher pour les oranges. Donc là, le coût de l'orange, enfin le prix variable de l'orange, il va bien varier en fonction des quantités produites. D'accord? Donc c'est ça la question. La variabilité des prix ici, c'est la variabilité par rapport à la production. Alors, je reprends le cours. Donc voilà, donc nous avons ces trois courbes qui n'ont pas les mêmes formes. Alors pour savoir les coûts totaux, on rajoute les coûts fixes et les coûts variables, hein, donc on aurait des coûts par rapport aux quantités qui seraient au-dessus de ça. On cumule en quelque sorte les deux courbes pour avoir la fonction de coût totale. Si le coût marginal est croissant, alors là, on va pouvoir déterminer une quantité de production. Puisque dans ce cas-là, on va avoir un niveau de production au-delà duquel ça sera plus rentable de produire. Et donc c'est pour répondre à la question qui est qu'est-ce qui permet de décider qu'un producteur va s'arrêter de produire à un moment donné? Eh bien en fait, si on réfléchit à ce qu'on vient de dire, c'est que dans le cas du coût fixe avec des coûts marginaux constants, en fait, plus il produira, plus il sera content. Donc il ne va jamais s'arrêter de produire. Et comme on a vu que en fait, il vend tout ce qu'il produit, puisqu'on a considéré qu'il est tout petit par rapport au marché, on va se retrouver face à un paradoxe qui fait que comme il va produire tout, comme il va produire au maximum de ce qu'il peut, et qu'il n'y a aucun moment où les coûts augmentent, alors il va produire une infinité. Et donc s'il produit une infinité, il ne peut plus être tout petit. Donc on a une forme ici de contradiction. Je veux dire par là que l'hypothèse d'atomicité est en fait incompatible avec l'idée de coûts marginaux décroissants ou l'idée de coûts marginaux constants sous un régime avec un coût fixe. Donc pourquoi? Parce que dans les deux cas de figure, il a intérêt à produire le maximum. Et donc à produire une infinité, puisqu'il n'y a rien qui le limite. Et donc si on veut être capable de déterminer un seuil au-delà duquel il ne va plus produire, il faut arriver à des coûts marginaux croissants. Alors le problème c'est que quand je vous dis ça, on a là typiquement l'exemple d'une hypothèse qu'on appelle ad hoc, c'est-à-dire une hypothèse qui est là pour garder la cohérence du modèle. Puisque je suis en train de vous dire que la raison pour laquelle les coûts marginaux doivent être croissants, c'est parce que s'ils ne sont pas croissants, c'est-à-dire s'ils sont constants ou décroissants, alors on n'a pas de seuil limite en dessous duquel il faut absolument produire pour rester efficace, ou performant pour avoir des profits. Et donc on va se mettre à produire une infinité, et ça c'est incompatible avec l'hypothèse d'atomicité des agents, donc c'est hors du modèle, donc le modèle ne retient que les coûts marginaux croissants. Quand on y réfléchit, c'est un peu bizarre. Mais c'est comme ça qu'on va raisonner en économie néoclassique. Alors vous verrez que c'est expliqué dans la vidéo que je vous ai donnée au début de cours, cette vidéo d'Eureka. Et donc on a bien ici des hypothèses qui sont là pour maintenir la cohérence du modèle.
des coûts marginaux croissants, ça signifie aussi que ce qu'on appelle des rendements décroissants. Les rendements de quoi? Les rendements des facteurs de production. Bon, on a 2 facteurs de production, le capital et le travail. On les a un peu oubliés là, mais en fait c'est ça qui détermine les coûts. Donc le facteur de production des gens qui produisent, alors par exemple du travail. Si on a des coûts marginaux croissants, ça veut dire que chaque heure travaillée en fait va produire plus, mais elle produira la quantité supplémentaire de ce qu'elle va faire, ce qu'elle va produire, sera de moins en moins efficace. Donc on va avoir en fait une efficacité relative de plus en plus faible par rapport au capital. Donc une productivité décroissante du capital du travail, des facteurs de production. Et donc dans ce cas-là, si on a un coût marginal croissant, alors on va forcément, c'est pour cette raison qu'on a des coûts marginaux croissants, arriver à un niveau de production qui va en fait minimiser les coûts de l'entreprise et qui va être le niveau le plus efficace. On va se retrouver aussi à avoir un niveau de production au-delà duquel on ne fera plus de profit, parce que le prix il est exogène, il est décidé par le marché, et donc quand les coûts dépassent les prix, en fait on ne veut plus produire. Bon. Alors, je vous donne un exemple là aussi de coût en prenant là aussi autre chose, parce qu'il faut qu'on ait des coûts marginaux variables et croissants donc. Prenons l'exemple de la production de blé avec une parcelle de blé de 10 hectares. Donc en noir, ici je vous distingue les données des calculs. En noir, on a les données et en rouge, ce qui est calculé. Alors les données, c'est les suivantes. Vous produisez des tonnes de blé, d'accord? 1 tonne, 20 tonnes, 40, 60, voilà, je vous ai mis ici la première colonne, la quantité produite. Vous avez des coûts fixes. Alors les coûts fixes, c'est par exemple la location de la terre. Voilà, ça ne dépend pas de la quantité de blé que vous produisez. Voilà, vous louez la ferme, par exemple. Le coût d'amortissement de votre tracteur, des choses comme ça. Et puis vous avez des coûts variables. Les coûts variables, c'est la main d'œuvre que vous embauchez, par exemple. C'est, je ne sais pas moi, c'est l'essence que vous mettez dans votre tracteur, c'est les engrais, les produits phytosanitaires, etc. Donc tout ça, c'est des coûts, ils sont variables parce qu'ils sont dépendants de la quantité produite. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si vous produisez beaucoup de blé, il va falloir utiliser plus d'engrais, par exemple, et plus de main d'œuvre. Alors bon, ici on a considéré par exemple que quand on n'a aucun coût variable, on produit 1 en quantité. Bon, ça aussi c'est une hypothèse ici. Ça veut dire que le blé il pousse tout seul. Vous produisez du blé. Bon, en réalité, s'il pousse tout seul, il va quand même falloir un peu embaucher des gens pour le faucher. Donc ça paraît bizarre d'avoir des coûts variables 0. Peu importe. Ensuite, on augmente les coûts variables, on augmente la main d'œuvre, on augmente par exemple les salariés. Prenons un exemple tout simple. Les ouvriers agricoles. Voilà, 1000, 2500, 4500, donc c'est le coût des coûts variables. Et vous voyez que chaque fois on est en train de produire plus, on aurait pu mettre 0 d'ailleurs, ici en Q, ça aurait été plus simple. Bon voilà, on produit de plus en plus, 20 à chaque fois, plus 20 de production de tonnes, mais vous voyez que les coûts, eux, ils augmentent de plus en plus fortement. Alors quand on calcule le coût total, eh bien voilà, le coût total, c'est simple, c'est l'addition du coût variable et du coût fixe. Donc ici 4000, 5000, 6500, 8500, etc. On ajoute à chaque fois. Donc en fait on ajoute 4000 au coût variable, parce que par définition les coûts fixes ils ne varient pas en fonction des quantités. Alors ensuite calculons le coût total moyen. Alors le coût total moyen, c'est le coût divisé par les quantités. Ah oui, c'est pour ça que je vous ai mis 1 ici, pour ne pas avoir une division par 0. Bon, quand vous avez une division par 0, vous mettez rien. Vous ne faites pas de calcul. On ne peut pas diviser par 0. Bon, ici, coût total moyen, qu'est-ce que c'est? C'est le coût total divisé par 20. Ici, 5000 divisé par 20, on va voir, ça va faire 250. 5000 divisé par 20, ça fait 250. Voilà, par exemple, je prends un truc facile. 14 000 divisé par 100, ça fait 140. Voilà, donc on a ici le tableau qui se complète, coût total moyen, voilà, 4000, donc ici, parce qu'on a divisé 4000 par 1, et puis 250 divisé par 20, et puis voilà, donc on a ici les 140 qu'on avait trouvé. Donc là, on les fait avec la calculatrice, on n'est pas obligé de les faire de tête, les calculs.
Voilà, si je vous demande de faire ça sans calculatrice, je prendrai des chiffres qui seront faciles à trouver de tête. Bon, alors maintenant, ce qui est compliqué, c'est de calculer le coût marginal. Alors, le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite, ou alors c'est le coût de la prochaine unité produite. En fait, les deux définitions sont valables. Donc, en fait, ça va dépendre de l'énoncé. Ici, on ne nous dit rien. Donc on peut calculer un peu comme on veut. Alors je ne sais plus ce que j'ai fait, hein. J'ai sans doute fait le coup la dernière unité produite, parce que c'est finalement le plus simple, celui qu'on peut constater. Bon, ici le coût de la dernière unité, c'est combien? Là, unité, ça veut dire une tonne de blé, ça a coûté au total 4000. Hein, donc ici, le coût marginal va être de 4000. Ici, on est à 20. Quel était le coût marginal cette fois-ci, la dernière unité produite? Alors là, attention, c'est pas 250. C'est même pas 250 divisé par 20. C'est le coût variable, ici, d'accord? Donc c'est le coût, donc là, ça veut dire qu'on est passé de 4000 à 5000, hein, donc pour produire davantage, donc on a rajouté 1000, d'accord? Mais en passant de 4000 à 5000, en rajoutant 1000 en coût, on a produit 20. Donc le coût marginal de la dernière unité, c'est 1000 divisé par 20. Je veux dire par là que, en moyenne, on ne peut pas calculer le coût marginal de chacune. On n'a pas assez d'éléments pour savoir quel est le coût marginal de la deuxième tonne, de la troisième tonne, etc. Par contre, on peut calculer le coût marginal de la 20e tonne comme étant la moyenne du coût qu'il a fallu pour passer de 1 tonne à 20 tonnes. Donc en fait, ce n'est pas 20 exactement qu'on divise, c'est 19. Hein, voilà. On est passé de 1 à 20, donc on a augmenté la production de 19 et on a augmenté le coût de 1000. Etc. Et ensuite, on va faire pareil. Par exemple, pour passer de 20 à 40, on a vu les coûts variables passer de 1000 à 2500. Donc ça veut dire qu'il y a 1500 de coûts en plus. D'accord? 1500 de coûts en plus, mais combien par unité? Puisqu'on est passé de 20 à 40, on a 20 unités de plus. Donc ça veut dire qu'en moyenne, chaque unité supplémentaire a coûté 1500 divisé par 20. Etc. Alors, si je comprends bien, alors je vais relire vos questions parce que c'est plus simple. Si je comprends, la partie variable du coût n'est pas coût variable fois quantité, mais plutôt coût variable fois quantité fois PU. Prix unitaire. Non, il n'y a pas de prix unitaire. Non, là, vous ne comprenez pas. Je vais réexpliquer, mais on va faire le calcul, on va trouver le calcul. Donc en fait, le calcul c'est celui-là, c'est ce tableau-là. Alors, je vous ai dit qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a pris ici, en fait, il faut regarder la hausse du coût global. La hausse du coût global, elle est de passer de 1 à 19, de 1 à 20, pardon. De 1 à 20, on est passé d'un coût total de 4000 à un coût total de 5000. Ça veut dire qu'au total, on a eu 1000 de coûts en plus, d'accord? Le coût en plus, ces 1000 en plus, ils ont permis de produire combien? Ils ont permis de produire 19, 20 moins 1. Et 19, c'est 1000, enfin, ça veut dire qu'on a eu 1000 de coûts en plus, mais qui nous a permis d'avoir 19 en plus, donc ça fait 1000 divisé par 19, ça fait 52,6. Voilà, et c'est pareil pour tout. Ici, on a un chiffre rond, ça va être facile à calculer. On a 6500. Donc on est passé de 40 à 60. 40 en tonnes à 60 tonnes. D'accord? Donc la production a augmenté de 20 tonnes. Pour cela, il a fallu passer du coût total de 6500 à 8500. Donc ça veut dire combien nous a coûté la tonne supplémentaire? Eh bien, les 20 tonnes nous ont coûté en plus 2000. Donc chaque tonne nous a coûté 100 de plus. C'est ça le coût marginal. Le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. Ici, dans l'exemple ici. Hein. C'est pour ça que ici, la première tonne de blé, elle a coûté 4000, les coûts fixes. Ok? Donc ça veut dire ici, voilà, on continue. Et on voit ici, donc indépendamment de la quantité 1, après, en fait, ce qu'on constate, et c'est ça que je veux vous montrer ici, c'est que au fur et à mesure qu'on augmente les quantités produites, le coût marginal augmente. 52,6, 75, 100, 125, 150, 250, 750. Là, on a un coût marginal qui explose, hein, et il augmente de 500. Ça veut dire que, en fait, ce que ça veut dire que la 140e unité de blé, la 140e tonne de blé, nous a coûté
750 euros, enfin euros si on a des euros, je sais pas, unité monétaire, la tonne. Donc ça veut dire qu'elle a coûté beaucoup plus cher que la 128 que la 120e, qui a coûté que 250, etc. Alors pareil, comment on calcule ça, je refais le calcul, on regarde la différence entre les deux, on est passé de 120 à 140, ça nous a coûté, en coût on est passé de 19 000 à 34 000, ça veut dire ça nous a coûté 15 000, 15 000 de plus, pour faire 20 tonnes de plus, 15 000 divisé par 20, eh bien ça fait 750, normalement, si mes calculs sont bons. Donc c'est ça qu'on essaie de regarder. Et on voit ici qu'on est bien dans un système de rendement décroissant, c'est-à-dire de coût marginal croissant. Alors comment on l'explique? Eh bien c'est simple, vous avez une surface de terre, une parcelle de 10 hectares, qui reste toujours limitée. Combien on peut produire de blé sur cette parcelle? En fait ça va dépendre des engrais chimiques qu'on va mettre dedans. Ça va dépendre du travail qu'on va mettre dedans. Donc des coûts variables. Vous mettez aucun travail, aucun engrais, vous produisez spontanément une tonne de blé, mettons par exemple. Vous commencez à rajouter du travail et des engrais, vous produisez 20 tonnes. Bon, et ça vous coûte pas cher, parce qu'en fait, vous n'avez pas mis beaucoup de travail, ni beaucoup d'engrais. Vous êtes passé de 1 à 20 pratiquement spontanément, en donnant un tout petit peu de... en augmentant un tout petit peu le travail et les coûts. Et au fur et à mesure qu'il va falloir que vous augmentiez toujours de 20 la quantité produite, il va falloir embaucher de plus en plus de main-d'œuvre et mettre de plus en plus d'engrais. Donc ça veut dire que ça va vous coûter de plus en plus cher, et ça c'est les rendements décroissants, c'est-à-dire qu'il va falloir toujours rajouter de plus en plus de travail et de produits phytosanitaires et d'engrais et je ne sais pas quoi pour produire 20 de plus. Autrement dit, ça devient de plus en plus difficile de produire 20 de plus. Et on peut estimer que là, puisqu'on était à 500 par tonne de blé, que peut-être qu'on ne peut plus produire au-delà de 140. Alors pour une raison simple, c'est qu'ici on raisonne avec une parcelle de 10 hectares qui n'augmente pas. Donc forcément, si on veut lui faire produire toujours davantage de blé, ça va coûter toujours de plus en plus cher. Bon, alors voilà, je vous propose de construire graphiquement une représentation qui va permettre de montrer ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors on ne va pas mettre ici les coûts fixes, parce qu'ils sont très élevés, ils sont à 4000. On va regarder les coûts moyens et les coûts marginaux. Alors les coûts moyens, on les a calculés, regardez, je vous montre. Voilà, les coûts moyens, c'est ça, c'est le coût total moyen. C'est ça, d'accord? Alors le 4000, pareil, on ne va pas pouvoir le mettre, mais on va pouvoir mettre les autres. Et le coût marginal aussi, on l'a calculé. Donc on va les mettre dans le même graphique. Donc on fait un repère ici, les prix, les coûts, les quantités produites. Bon, alors j'ai fait ça un peu au pif. Les écarts ne sont pas extraordinairement communs. Bon, peu importe, on s'en fiche. C'est pour vous montrer le principe. Donc voilà, donc là je vous montre ici, j'ai mis des petites croix sur chaque coût moyen. Donc ici, à 20, quantité produite de 20 tonnes, on a 250. Ensuite, on a, je sais plus, 176, un truc comme ça. On arrive, on arrive ici à 80. Bon, là aussi, c'est pas extraordinairement en face, mais c'est pas grave. Et puis, voilà, après, les coûts moyens, ils augmentent. Donc, on a une courbe qu'on appelle une courbe en U. En économie, je sais qu'il y a des matheux qui disent, mais on peut pas dire une courbe en U, c'est pas comme ça, c'est pas très matheux, mais en fait, si, on peut toujours le faire. Donc, voilà, donc on la trace et on arrive à ça. Et ensuite, on va tracer la courbe de coût marginal. Donc je vous montre, on a mis les petites croix là aussi à l'endroit. Donc souvenez-vous, on a 52, on a machin, on a truc, voilà. Et donc on a une courbe de coût marginal. Donc on a ici que jusqu'à 120 parce qu'après c'est beaucoup trop haut. Donc on a, voilà, c'était 250 pour 120. Donc ici je vous trace grosso modo la courbe de coût marginal. Tout ça a été fait sans repère, sans feuille à carreaux. Mais bon, vous aussi, vous pouvez faire des choses comme ça. Ce qui compte, c'est globalement, est-ce que c'est à peu près juste. Donc on a ici cette courbe de coût marginal. Alors, une fois qu'on a tracé ça, on va pouvoir raisonner sur le niveau de production que va devoir réaliser l'entreprise. Ici, l'entreprise de production de blé, l'agriculteur. Ouais, parabole. Oui. Non, en fait, on dit aussi une fonction convexe, puisque elle va vers le haut, ou alors, si elle va vers le bas, on dira une fonction concave. Donc, voilà. Donc voilà. Donc ici, alors,
qu'est-ce que c'est fait là? C'est pas. Oui. Donc on va trouver un certain nombre de points. Un premier point intéressant ici, c'est le point Y étoile. Alors, ce point Y étoile, c'est le point où l'entreprise est la plus efficace. Alors, pourquoi c'est le point où l'entreprise est la plus efficace? Parce que c'est le point où le coût total moyen est le plus faible. Alors ici, on voit qu'il est entre 80 et 100, donc sachant que, encore une fois, mon graphique n'est pas très très juste, hein, mais peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce niveau de minimum de coût total moyen, c'est le point d'intersection entre la courbe du coût marginal et la courbe du coût total moyen. Pourquoi? Alors, ça aussi, c'est pas compliqué. Écoutez, en 2 minutes, vous allez vite comprendre. Tant que le coût marginal est inférieur au coût moyen, ça veut dire que toute unité que vous allez produire en plus, elle va vous coûter moins que la moyenne des unités produites. Ça veut dire que forcément, la moyenne va baisser au fur et à mesure que vous allez rajouter des coûts, des coûts de production qui sont inférieurs à la moyenne. C'est simple, hein, quand vous avez une note qui est inférieure à la moyenne, votre moyenne baisse, hein, mécaniquement. Elle va baisser d'autant plus que la note sera basse par rapport à la moyenne. Ça veut dire qu'ici, hein, quand le coût marginal il est faible par rapport au coût moyen, ça fait baisser fortement le coût moyen de produire à ces coûts-là. Et puis vous arrivez ici à un seuil au-delà duquel les coûts marginaux sont plus élevés que les coûts moyens. Donc là c'est pareil, c'est si vous avez une note qui est supérieure à votre moyenne, eh bien, ça fait monter votre moyenne. Et là de la même façon, plus le coût marginal va croître, plus la moyenne va augmenter. Donc on a ici une courbe qui va avoir une pente de plus en plus forte, parce que l'écart entre le coût marginal et le coût moyen va être de plus en plus important. Ici il est faible, ici il est plus important. Donc on a ici une relation logique entre le coût marginal et le coût moyen. Tant que le coût marginal est inférieur au coût moyen, ça fait baisser la moyenne. Quand le coût marginal est au-dessus du coût moyen, alors ça fait augmenter la moyenne. Ce qui veut dire que le point d'intersection, le point où le coût marginal est strictement égal au coût moyen, eh bien c'est forcément le moment, hein, puisqu'on a une courbe de coût marginal qui ne fait que croître, c'est le moment où le coût moyen est le plus faible. Et donc c'est le niveau de production optimal pour l'entreprise, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'entreprise elle est optimale lorsqu'elle produit un coût faible en moyenne. Bon, alors ça c'est la fonction de coût. Maintenant ce qu'il faut voir c'est comment on va produire, non pas simplement par rapport au coût, mais par rapport au prix de vente, au prix de marché. Parce que là on n'a toujours pas vu le prix de marché. Alors prenons un exemple. Mettons que le prix de marché soit à ce niveau-là, 250. Alors là c'est super parce qu'on va voir qu'on va pouvoir faire une marge, on va pouvoir faire un profit. Qu'est-ce qui va déterminer la production? Alors, prenons un exemple. Je viens de dire que l'entreprise est la plus efficace lorsqu'elle produit à son niveau de coût moyen le plus faible. Et je viens aussi de dire que ce niveau de coût moyen le plus faible, il est facile à repérer puisque c'est le niveau de point d'intersection entre la courbe de coût marginal et la courbe de coût moyen. Est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il faut produire si le prix est à 250? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi? Parce que, certes, ce coût cette quantité produite Y étoile, c'est la quantité où l'entreprise est la plus efficace, mais la réalité, c'est que le prix de marché est tellement élevé que même si on produit de manière moins efficace, on va pouvoir faire du profit. Par exemple, regardez, si je produis 100, alors mon coût de production il est de 150, mais 150 c'est largement inférieur à 250, ça me permet d'avoir une marge de 100. Donc il n'y a aucune raison que je ne produise pas à 100. Est-ce que je produis à 110? Bah oui, hein, mettons à 110 on est à peu près à 20, à 200 de coût de production. Bon, c'est toujours inférieur, le coût de production de cette unité-là est toujours inférieur au prix, donc on fait toujours une marge. Alors attention, ici, on regarde le coût marginal, parce que ce qui nous intéresse, c'est le coût de la prochaine unité qu'on va produire. Est-ce que ce coût est inférieur ou pas au prix de vente? S'il est inférieur au prix de vente, on va produire. On ne regarde pas la courbe de coût moyen, parce que par exemple, si je produis à 140 et que mon coût moyen il est de je ne sais plus combien j'avais vu là, 245 ou un truc comme ça, ou 240, bon, on ne fera pas beaucoup de bénéfices en fait. Et même si on attend d'avoir un coût moyen qui soit égal
au prix de marché, alors là on ne fera plus du tout de bénéfice. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la prochaine unité qu'on va produire, on va pouvoir la vendre à un prix inférieur ou pas au prix de vente. Excusez-moi, si le coût de production sera inférieur ou pas au prix de vente, et donc si on pourra, en la vendant, faire une marge. Et tant qu'on fait une marge, on vend. Et donc la limite, là où il faut arrêter de vendre, c'est lorsque le coût marginal est égal au prix de vente. Et donc ça, vous pouvez le marquer et le retenir. L'entreprise vend, augmente sa production, vend, tant que son coût marginal est inférieur au prix de vente. Et elle s'arrête de vendre au moment, ou de produire si vous voulez, au moment où le coût marginal égalise le prix de vente. Et donc ici, on va vendre jusqu'à 120. D'accord ? Bon. Parce qu'après, le coût marginal devient supérieur au prix de vente, donc on ne fait plus de marge, on fait des pertes. Donc on ne va pas faire de pertes. Voilà, on a trouvé ici le niveau de production optimal pour l'entreprise. Est-ce qu'on peut représenter graphiquement le profit ? Oui. Le profit, il est égal à combien ? Bien, il est égal à la marge moyenne multipliée par les quantités qu'on vend, qu'on produit et qu'on vend. Quelle est la marge moyenne ? Alors, quand on produit 120, la marge moyenne, c'est le coût moyen à 120, c'est-à-dire ici, c'est à peu près un peu plus de 150, hein, je me souviens plus trop, il faut regarder sur le tableau. Donc aussi, la marge, elle peut être représentée graphiquement par l'écart entre le prix et le coût moyen. C'est la marge moyenne. Et le profit, en fait, on va multiplier par les quantités. Hein, donc ici, on a les quantités, 120, on a la marge, l'écart entre le coût à 120 et le prix de vente. On peut reprendre le tableau si vous voulez. Je vais reprendre le tableau. Voilà, 120, le coût total moyen c'est 158, voilà, et le prix de vente c'est 250, hein, donc ça veut dire qu'on fait à peu près, un peu moins, 92 à peu près de profit. En moyenne, hein, pour chaque unité. Donc si on veut avoir le profit total, il faut multiplier par le nombre d'unités produites, hein, le nombre de tonnes de blé produites. On multiplie donc par 120. Donc on a la marge multipliée par les quantités produites. Et ça, en fait, c'est une surface. Hein, parce que graphiquement, on multiplie ce segment-là, le segment qui représente la marge, avec ce segment-là, hein, qui représente les quantités. Et donc on va se retrouver ici avec une représentation graphique du profit qui est égale à la surface. Ici, ça fois ça. Hein, la surface d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Hein, donc c'est bien égal au profit. Donc le profit, on peut le représenter graphiquement par la surface, c'est pour ça que c'est hachuré, entre le coût moyen et les quantités produites. Ces quantités produites, on les a trouvées comment ? C'est le point d'intersection entre la courbe de coût marginal et le prix. Bon, il va falloir que vous réfléchissiez à tout ça, que vous mûrissiez tout ça. De toute façon, vous allez faire des exercices en TD là-dessus, et vous allez apprendre avec des exercices, hein, c'est pas très compliqué. Alors, c'est expliqué ici. Hein, comme ça, si vous oubliez. Donc, je vais vous répéter, ça permettra de faire de réviser un petit peu. Donc, graphiquement, on constate que la courbe de coût marginal coupe la courbe de coût moyen à son minimum. C'est le point Y étoile qui correspond à la quantité qui minimise le coût de production. Donc, c'est la quantité où l'entreprise est la plus efficace. Si le prix du blé sur le marché s'établit à 250 € la tonne, donc ça c'est l'hypothèse, hein, on a un prix qui est donné par le marché, c'est pas le producteur qui décide son prix, ça aussi ça fait partie des hypothèses du modèle ici, on considère que le prix est donné par le marché puisqu'on est en concurrence parfaite, puisque les producteurs sont atomistiques, etc., etc. Quel va être le volume de production qui va maximiser les profits ? Tant que les coûts marginaux sont inférieurs au prix de vente, il faut continuer de produire. Comme les coûts marginaux ne cessent d'augmenter, il y a un moment, ils vont arriver au niveau du prix de vente, c'est la quantité de production égale à 120, hein, Y égale 120, donc Y c'est la production ici, et donc à 120, eh bien, on va se retrouver à avoir un coût marginal égal à 250, donc ça veut dire qu'on va arrêter de produire parce qu'au-delà, eh bien, les coûts marginaux vont être supérieurs au prix. Dans ce cas, on a un profit total qui est égal à la différence entre le prix du blé et le coût moyen, multiplié par la quantité produite, donc c'est ça, c'est 250 moins 158,3 multiplié par 120, ça fait un profit ici de 11 004 €. Et on constate ici que cette quantité de production, elle se trouve à un niveau supérieur à l'efficacité optimale. Ça veut dire que cette entreprise, elle n'est pas totalement efficace, c'est-à-dire que ce qui aurait été efficace, ça aurait été de produire
au minimum de la courbe de coût total moyen, de la courbe de coût moyen. C'est là qu'on minimise les coûts de production. Mais en fait, comme le prix de marché est très important, eh bien, on ne va pas produire ça, on va produire à un niveau moins efficace. Alors, ces profits, ils vont avoir un effet sur le marché. Et ça, c'est une autre hypothèse qu'on rajoute au modèle, c'est l'hypothèse dite de libre entrée. Cette entreprise agricole qui produit donc du blé, elle est en fait extrêmement profitable, elle fait un grand profit, elle peut non seulement payer ses salaires, elle paye ses coûts de capital, mais en fait elle fait un profit très important. Ce profit important va attirer de nouveaux producteurs. Et donc on va considérer, avec l'hypothèse de libre entrée, qu'à long terme, les nouveaux producteurs vont venir. Et donc l'offre va augmenter. L'offre va augmenter, et en augmentant, il va y avoir une surproduction qui va entraîner une baisse des prix. Les nouveaux producteurs donc, vont augmenter l'offre, les prix vont baisser, et les prix vont baisser jusqu'où Eh bien, à fur et à mesure que les prix baissent, le profit de l'entreprise va diminuer. Alors, on peut graphiquement vous le montrer ici, comme ça. Donc, vous voyez ici le prix, qui est 250. Bon, imaginez que à cause des profits importants qui est fait par cette entreprise, eh bien, il y a plus d'offres, et donc les prix baissent, Ils vont baisser jusqu'où Eh bien, ils vont baisser jusqu'au niveau. Ici, par exemple, ils sont à 150. Qu'est-ce qui va se passer On va produire donc 100. On va continuer de faire un profit. Le profit, ce sera la surface ici, la surface qui multipliera les quantités par la marge qu'on voit entre la courbe de coût marginal et la courbe de coût moyen. Tant qu'il y a une marge, on va faire des profits. Et donc, si on continue de faire des profits, d'autres producteurs vont venir. Et donc, au final, on va se retrouver à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que de nouveaux producteurs vont apparaître, que les quantités offertes vont augmenter, eh bien, le profit va se décaler, il va se diminuer. Ici, la courbe de... on va se retrouver à gauche ici de ces courbes-là, jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau-là, où le profit est nul. Et comme le profit est nul, il n'y a plus d'entrée de nouveaux producteurs, et donc l'offre va arrêter d'augmenter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sera au niveau d'efficacité optimale. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de démontrer, c'est ça qui est intéressant dans cette théorie, c'est qu'elle va finir par démontrer deux choses. Que grâce au marché et grâce à la libre entrée, on va ajuster les prix à la baisse, mais en faisant cela, on va arriver à ce que tous les producteurs soient au niveau d'efficacité optimale, au niveau de grand Y étoile. Donc ça veut dire qu'à long terme, la théorie nous dit, les entreprises sont extrêmement efficaces, et c'est les forces du marché qui les amènent à devenir efficaces. Et c'est ça, en fait, que les économistes essaient de démontrer, puisque finalement, ils ont cette hypothèse implicite que le marché est efficace. Et regardez, non seulement il est efficace, mais en plus, il pousse à l'efficacité des producteurs, parce qu'il les oblige à produire au niveau d'efficacité optimale. Bon, alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je vais essayer de terminer quand même ce cours en essayant de réfléchir maintenant à la question de l'offre. Bon, si on résume tout ce qu'on a dit, on s'aperçoit que le producteur, finalement, il lui reste que deux questions à trancher. La question de ses inputs, de sa combinaison productive, donc de sa demande en facteur de production, capital ou travail. Donc on a vu que ça dépendait du coût relatif du capital du travail, c'est-à-dire de l'un par rapport à l'autre. Coût relatif, c'est-à-dire le coût du travail par rapport au coût du capital. Si un est plus cher que l'autre, on a plutôt tendance à aller vers le moins cher. Mais ça dépend aussi de l'efficacité de la combinaison productive du capital du travail, puisqu'on a ici fait l'hypothèse qu'ils sont substituables, mais pas totalement parfaitement. Deuxième élément, c'est l'offre de production. Alors, on voit que en fait, son offre va dépendre des prix. Parce que si je reprends le raisonnement tout à l'heure, on voit bien que plus le prix est élevé, plus son offre va être importante, plus il va produire une quantité importante. Donc on a bien une offre ici qui est fonction du prix et qui est croissante avec le prix. Je ne refais pas le graphique. On voit bien que quand le prix baisse, la quantité produite va diminuer jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau d'efficacité optimale. Donc on a bien ici une relation entre le prix de marché et le volume de production. Et on a bien ici l'idée que tant que le coût marginal est inférieur au prix, on augmente sa production. Donc si le coût marginal est croissant, on va se retrouver à ce qu'au bout d'un moment, on va arrêter de produire. Et plus le prix va baisser, plus le niveau où on arrête de produire va lui aussi baisser. Donc on va bien avoir une relation entre l'offre du producteur et le prix. Comme tous les producteurs raisonnent un peu de la même façon, on va avoir donc une offre individuelle
du producteur qui va être fonction du prix, une fonction croissante cette fois-ci, parce que plus le prix augmente, encore une fois, plus l'offre augmente, plus le prix diminue, plus l'offre diminue. Donc on a une fonction croissante, ça veut dire que les deux variables vont dans le même sens. Et donc voilà, donc globalement, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a une courbe inverse à celle de la courbe de demande, c'est-à-dire que si tous les producteurs ont une offre croissante, alors le cumul de toutes de ces offres de tous ces producteurs va forcément être croissante elle aussi. Donc on va bien trouver une courbe d'offre qui est croissante, une courbe d'offre du marché est croissante avec les prix. Si je récapitule, le marché, selon l'analyse microéconomique, se présente de la manière suivante. On a toujours, dans les deux cas, aussi bien pour le demandeur que pour l'offreur, une réponse en termes de quantité à un signal qui est donné par les prix. C'est-à-dire que si les prix varient, les quantités offertes et demandées vont elles aussi varier. Mais on a ici construit deux sortes de courbes différentes, qui ne vont pas dans le même sens. La courbe de demande, tout d'abord, qui, on l'a vu, est décroissante. Ça veut dire que la quantité demandée et les prix varient dans des sens opposés. Quand les prix augmentent, la quantité diminue et inversement. Ça, on le sait parce que chaque consommateur va avoir une utilité marginale décroissante et donc il sera prêt à payer de moins en moins cher pour avoir des unités supplémentaires. Donc son offre, sa demande individuelle va être décroissante. Donc l'addition de toutes les demandes individuelles des consommateurs va forcément arriver à une courbe de demande de marché décroissante. Je répète beaucoup, mais c'est pour que vous compreniez bien les bases du raisonnement. C'est vraiment un raisonnement abstrait que je suis en train de vous faire. Je n'analyse pas un vrai marché tel qu'il existe. Je construis un modèle. Bon, du côté des producteurs, on a vu qu'on raisonne forcément en rendement décroissant, c'est-à-dire avec des coûts marginaux qui croissent. Sinon, on ne peut plus raisonner. Donc, sinon, on n'est plus conforme à l'hypothèse d'atomicité. Donc, on a évacué les coûts marginaux constants et les coûts marginaux décroissants. On en reste donc les coûts marginaux croissants. Dans ce cadre-là, il est possible d'évaluer une quantité limite au-delà duquel on va arrêter de produire, c'est-à-dire des coûts marginaux, on va arrêter de produire lorsque les coûts marginaux vont commencer à dépasser les prix. Ce qui veut dire que lorsque les prix baissent, on va réduire sa quantité de production puisqu'on est à coûts marginaux décroissants jusqu'à ce qu'on arrive au minimum de la coût moyenne, qui est le point d'intersection entre la courbe de coût marginal et la courbe de coût moyen. Bon, dans ce cas-là, on va avoir une offre croissante avec les prix, et donc si le cumul de l'offre de tous les producteurs, ça va être aussi croissant, donc on va avoir une offre des producteurs comme ça qui est construite et qui est croissante. Mais attention, cette courbe d'offre, elle repose sur les hypothèses que je viens de donner. Il n'y a rien de naturel dans une courbe d'offre croissante. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. Parfois, vous avez tendance à penser, on va tracer une courbe de demande, une courbe d'offre, hop, on a des sens inverses, hop, une courbe de demande décroissante, une courbe d'offre croissante. Mais souvenez-vous des hypothèses qu'il y a derrière. Et l'hypothèse fondamentale de la courbe d'offre croissante, c'est le coût marginal croissant. Si vous êtes dans une entreprise qui a des coûts constants, ou si vous êtes dans une entreprise qui a des coûts décroissants, alors vous ne pouvez pas construire une courbe d'offre croissante. C'est ça qui est important de comprendre. C'est pour ça que je vous invite à lire, à voir la vidéo d'Eureka. Ceux qui ont lu aussi l'économie du réel, je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont lu, savent que c'est un argument très important qui arrive dans le chapitre 2, un chapitre que vous n'avez pas lu, mais qui est au cœur du raisonnement du pourquoi les modèles de marché parfois posent problème. Donc c'est la raison pour laquelle, il faut mettre ici les hypothèses. Alors les hypothèses, je les récapitule. Alors il y en a en fait bien plus, mais je simplifie. Donc première hypothèse, les agents sont parfaitement rationnels. Comme ça, si les agents sont parfaitement rationnels, on peut prévoir leur comportement. C'est ça que ça sert. Les coûts marginaux de production sont croissants, très important. L'utilité marginale des marchandises est décroissante du point de vue du consommateur. Donc ça, c'est un peu l'hypothèse symétrique à la première. Alors cette hypothèse pose a priori moins de problèmes, parce que on est tous un peu d'accord que plus on acquiert quelque chose, moins on en a d'utilité. Quatrième hypothèse, les agents ne peuvent pas influencer le marché, et donc sont promeneurs de prix. C'est une conséquence du fait qu'ils sont en situation d'atomicité. Dernière hypothèse, de nouveaux offreurs peuvent apparaître sur le marché tant que des occasions de profit existent, c'est l'hypothèse de libre entrée. Bon, là aussi je vous résume les hypothèses, en fait on pourrait en ajouter d'autres, mais ce sont les principales qui permettent de faire tenir mon modèle. Et donc alors, si on a une courbe d'offre croissante et une courbe de demande décroissante, alors apparaît un truc miraculeux du point de vue de la théorie économique, c'est qu'on a forcément un point d'intersection, ici, des offres et des demandes de chacun.
Et ce point d'intersection, c'est ce qu'on appelle les quantités d'équilibre et les prix d'équilibre. Hein, c'est l'endroit où on va avoir une égalité de l'offre et la demande. Donc en fait, comme la demande et l'offre sont déterminées uniquement par rapport au prix, comme il y en a une qui est croissante et l'autre qui est décroissante, alors on a forcément un moment, un prix, il existe forcément un prix où l'offre est égale à la demande. C'est le prix de marché, c'est le prix d'équilibre du marché. Voilà, l'offre ici est égale à la demande, hein, c'est le seul point. Hein. Si on a un prix plus élevé, alors on va avoir une demande plus faible que l'offre, hein, plus faible parce qu'elle est à gauche ici, hein, l'offre est à droite. Si on a un prix de marché trop faible, c'est l'inverse, on va avoir une offre qui sera plus faible que la demande. Hein, donc dans les deux cas, on n'a pas de marché équilibré. Hein, donc il va y avoir des situations de pénurie, par exemple. Si le prix est trop faible, on aura une situation de pénurie, hein, puisque l'offre est inférieure à la demande. Hein, à l'inverse, on aura une situation de surproduction, hein, donc on va avoir du gaspillage. Hein, si on a un prix trop élevé, ça veut dire que les offreurs ils vont pas pouvoir vendre toutes leurs marchandises et donc ils vont les jeter à la poubelle. Voilà. Hein, donc, alors évidemment, encore une fois, tout cela n'est qu'un modèle, tout cela ne parle pas d'un marché réel, tout cela essaye de comprendre le marché à partir d'un certain nombre d'hypothèses, c'est quelque chose qui est formel, qui est mathématique, et je vous l'ai dit, c'est la caractéristique de la pensée économique. Je ne vous dis donc pas que les marchés fonctionnent comme ça. Je vous dis que le modèle néoclassique du marché fonctionne comme ça. Alors bien sûr, après, quand on va vouloir regarder les marchés concrets, on va adapter le modèle, on va alléger des hypothèses. On va alléger, par exemple, l'hypothèse des rendements décroissants. Donc, alors du coup, on va avoir une courbe d'offre qui sera totalement différente, qui parfois n'existera pas d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tracer une courbe d'offre, hein, parce que dans le rendement d'échelle croissant, comment dire, soit on produit une infinité, hein, soit on produit rien du tout. Donc du coup, difficile de savoir, hein, d'avoir tracé une courbe, on ne peut pas. Hein. En gros, le prix est supérieur à son coût de production. Bon, bah, dans ce cas-là, on produit tout ce qu'on peut. Hein, le prix est inférieur, bah, on arrête de produire. Hein, donc c'est zéro ou infini. Alors évidemment, ça pose un problème, cette histoire d'infini, parce que là aussi, il y a une autre hypothèse, les agents sont atomistiques. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises n'influencent pas le marché? C'est souvent faux, en fait, hein, notamment dans l'industrie. Bon, alors vous voyez que, est-ce que les agents sont rationnels? Là aussi, c'est pas forcément vrai. Donc en fait, quand on va étudier les marchés concrets, on va partir de ce modèle qui est un peu la référence, et puis on va changer les hypothèses et voir comment ça fonctionne. Alors évidemment, tout le problème, et je vous laisserai méditer là-dessus, c'est que pour raisonner comme ça, encore faut-il que le modèle de référence il ait du sens, et qu'il soit pertinent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de raisonner à partir d'un modèle, celui-ci que je viens de vous montrer, qui en fait ne s'applique jamais dans la réalité. S'il s'applique jamais dans la réalité, c'est peut-être pas un très bon modèle. Et en fait, moi, alors c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est vous allez au prochain semestre et dans tous vos études de licence, très souvent, prendre ce modèle-là comme étant la référence, et vous allez faire des raisonnements un peu comme cela, avec une courbe d'offre, une courbe de demande, etc. Et parfois, vous avez tendance à oublier les hypothèses sur lesquelles il repose, et oublier que ce modèle, en fait, il s'applique quasiment jamais dans aucun marché réel, et que la réalité, en fait, n'est pas conforme à ce modèle, que les rendements ne sont pas forcément décroissants. Et ça, il faut pas l'oublier, il faut toujours garder dans un coin de sa tête, sinon, quand on devient un économiste professionnel, on a tendance à dire des bêtises. Voilà, donc écoutez, il est 13h, 12h59, c'est pas mal, j'ai terminé mon chapitre 5, voilà, et bien demain, on va commencer le chapitre 6.